Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sweat Story. Aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps avec Thomas. Thomas qui a un job passionnant et très particulier. Je vous laisse regarder ça et on en parle à la fin. Bon visionnage. Salut Thomas, bienvenue dans Salut le podcast. C'est un Merci. plaisir de enfin prendre le temps qu'on discute tous les deux. Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, on discutait juste avant, ça va faire la 10e année. 10 ans, oui, 10 ans cette année. Oui. Et en fait, on n'a pas pris le temps de discuter en profondeur. Et donc voilà, donc ça va être un grand kiff pour moi. Et j'espère que les gens aussi prendront du plaisir à nous écouter. Aussi, oui. Merci. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es en te présentant, dire ce que tu fais dans la vie et puis, C'est ok. Alors, je m'appelle Thomas Dulaurent, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis vétérinaire et j'ai une pratique très particulière puisque je suis ophtalmologiste vétérinaire, c'est-à-dire que je m'occupe que des yeux des animaux. Donc ça passe par la gestion médicale mais aussi la gestion chirurgicale, c'est-à-dire qu'on pratique très régulièrement des chirurgies oculaires. C'est un peu le positionnement de mon activité. Oui. t'es toujours spécialisé dans la chirurgie ou progressivement ça a été vers là ou Alors, t'as été... l'ophtalmologie, c'est une pratique qui est un peu particulière. C'est une pratique qui est dite médico-chirurgicale par définition. C'est-à-dire qu'il y a un pan de l'ophtalmologie qui est uniquement médical. Médical, ça veut dire qu'il y a le patient et on le traite après avoir fait un diagnostic avec des médicaments. C'est ça l'approche médicale. Et l'approche chirurgicale, qui peut être complémentaire. Par définition, on pratique une chirurgie pour soigner le patient. Donc voilà, il y a des maladies qui nécessitent uniquement un traitement médical et d'autres qui nécessitent à la fois un traitement médical et un traitement chirurgical. Et c'est valable chez l'être humain aussi, en fait. C'est des disciplines qui sont médico-chirurgicales. Contrairement, par exemple, à la médecine interne, où évidemment, il n'y a pas de geste chirurgical, c'est que de la gestion médicamenteuse du patient. Et à la chirurgie au sens strict, où un chirurgien, sa fonction, c'est d'opérer par tous les moyens. L'ophtalmologie, c'est très spécial, c'est la combinaison des deux. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles j'ai trouvé cette discipline séduisante, c'est que ça mélange un petit peu tout, en fait. Ok, parce qu'avant, tu as commencé par t'occuper des animaux en général, comme fait un vétérinaire classique, entre guillemets. Alors moi, non, j'ai un parcours qui est très spécial et je n'ai toujours fait que de l'ophtalmologie, en fait. Ok. Et c'est un truc qui sort un peu de l'ordinaire et c'est tout à fait unique comme process. En fait, normalement, ça ne se passe pas comme ça. Normalement, le parcours, c'est de faire d'abord de la médecine générale et de faire ce qu'on appelle un internat, de faire ensuite une résidence qui offre l'accès à la spécialité. Mais il y a souvent une formation initiale qui est plus complète que ce que moi j'ai suivi. Okay. En fait, moi j'ai fait ça, j'ai commencé il y a 20 ans, à une époque où dans le service dans lequel j'ai appris l'ophtalmologie, il y avait possibilité d'accéder à cette formation avant la formation. Enfin, il y avait une formation initiale, bien entendu, mais ce n'était pas aussi complet que pour les autres. Donc j'ai commencé très tôt l'ophtalmologie, moi. Ok. Et j'imagine que tu fais tous les animaux. Alors oui, normalement, en ophtalmologie en particulier, on a normalement la capacité de traiter tous les animaux. La capacité technique, le bagage théorique pour traiter tous les animaux. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir des ressources pour tantôt opérer un lapin, tantôt opérer un chien, un chat, tantôt opérer un cheval. Ça ne s'organise pas si facilement. Mais théoriquement, on a le bagage pour faire tout ça. Oui. De la même façon qu'on pourrait opérer un œil d'éléphant si l'occasion se présentait, quoi. Après, c'est sûr que dans les faits, on est très peu nombreux à tout faire. En fait, la plupart du temps, il y a des ophtalmologistes vétérinaires qui vont se concentrer sur l'équine, des ophtalmologistes vétérinaires qui vont se concentrer sur les animaux de compagnie. Après, il y a à ma connaissance, il n'y a pas d'ophtalmologistes spécifiquement dédiés aux animaux de zoo ou aux animaux sauvages, bien qu'il y ait des ophtalmologistes qui soient très calés là-dedans. Mais dans l'ensemble, le classique, c'est ophtalmologie équine, ophtalmologie des carnivores domestiques, et rares sont ceux qui font les deux. J'ai fait les deux pendant quelques années, et puis après, pour des raisons structurelles et pour des raisons d'emploi du temps, je me suis rabattu uniquement sur les petits animaux, en fait. Donc chien, chat et nouveaux animaux de compagnie. Ok. Il y a une différence entre l'œil humain et l'œil animal ? Oui, alors c'est une question intéressante qui est assez récurrente, qui tombe sous le sens, bien sûr, quand on parle de notre travail. Et en fait, on peut voir les choses de plusieurs façons. De façon générale, l'organisation, l'architecture d'un œil, elle est similaire chez tous les mammifères supérieurs. Il y a une cornée, il y a un cristallin, une rétine, tout un tas d'autres trucs. Donc de façon générale, c'est quasiment la même chose en fait. Mais quand on regarde dans le détail, il y a des tas de différences. Et c'est ces petites différences qui font vraiment la spécificité de notre métier. L'œil de chien, c'est différent d'un œil de chat, c'est différent d'un œil d'être humain, et ça va avoir des implications considérables en termes de chirurgie, en termes de technique chirurgicale, en termes de pronostic. Voilà, il y a des tas d'implications. Donc si on veut voir les choses de façon un peu vulgaire, un peu distanciée,
c'est la même chose. Et après, pour vraiment expliquer la spécificité de notre travail, en réalité, il y a des tas de petites différences. Et c'est ce qui fait vraiment la magie de notre job, en fait. Ok, donc ça, c'est jamais la même chose en fonction de l'animal que tu as en face C'est ça. de toi. Pour... Alors, évidemment, je vois pas des serpents tous les jours, je vois pas des gerbilles tous les jours. Donc, le gros de mon job, c'est quand même chien-chat, dans une moindre mesure lapin. Donc, mine de rien, il y a quand même un certain niveau de routine. Mais dans l'ensemble, quand on garde l'enthousiasme pour l'observation, et c'est mon cas malgré les 20 ans d'expérience que j'ai, je suis toujours enthousiaste à l'idée d'examiner un œil. Quand on regarde dans le détail, il y a toujours des choses extraordinaires à voir. C'est très beau en fait, hein. C'est un peu l'intérêt de cette discipline, c'est que l'ophtalmologie, outre des éléments qui sont un peu repoussants, je pense pour quelqu'un qui ne connaît pas trop, bon, le sang, le fait de mettre un bistouri dans un œil, c'est ok, je peux reconnaître que c'est repoussant. Par contre, une image très, très simple à formuler, c'est ne serait-ce que quand on regarde l'œil d'un chat, par exemple, juste comme ça, avec des yeux extérieurs, sans matériel, on comprend que c'est déjà magnifique juste en le regardant comme ça. Alors imagine avec le prisme d'un appareil spécifiquement conçu pour examiner, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais donc au quotidien, pardon je te coupe, non, vas-y. Au quotidien, voilà, dès qu'on voit un patient pour un examen, il y a de toute façon de quoi s'émerveiller, quel que soit le motif de consultation. Et puis d'un œil extérieur, tu sais, maintenant ils font des espèces de trucs où ils font des photos de l'œil, tu sais, en profondeur là, et tu le vois, c'est magnifique, incroyable. Quoi. Alors ça s'appelle l'iridologie, ce truc, c'est assez récent comme concept, c'est vrai, c'est des gens qui photographient l'iris, il y a une boutique à Annecy d'ailleurs. Ça marche très bien parce qu'il y a un effet de mode, je pense que ça ne durera pas très longtemps, mais c'est vrai que quand on regarde dans le détail, il y a des reliefs, il y a des couleurs qui sont sensationnelles, et c'est vrai que quand on croise quelqu'un, on ne se rend pas forcément compte de tout ce que véhicule tout ça, mais inconsciemment, il y a quand même des tas de choses qui passent dans le regard, et notamment par l'aspect de cet iris. Et d'ailleurs, comme c'est économiquement quelque chose qui marche bien, la photographie de l'iris, il y a des gars qui se sont posé la question de faire ça sur des animaux, et en réalité, le setup pour faire une photo d'œil d'être humain, il est très particulier. Tu mets ta tête dans une mentonnière, tu dois rester immobile. C'est un peu comme quand tu vas chez l'ophtalmo toi pour un examen. Donc ça demande quand même pas mal d'immobilité, immobilité qui est très difficile à obtenir chez les animaux. Donc c'est un truc qui est difficile à adapter aux animaux, et pourtant il y aura un marché parce que autant l'œil de l'être humain est magnifique, autant voilà, un iris de chat, un iris de chien, c'est à couper le souffle bien entendu. Ah, c'est une grosse différence en termes de visuel, ouais. Ah oui. Ok. En fait il y a des pigments, alors l'œil de l'être humain je le connais moins bien sûr, mais pour autant on a quand même la culture de tout ça, et quand on regarde un peu sur internet les photos que ça fait, les couleurs que ça a, les reliefs, c'est déjà magnifique. Bon, je pense que le plus incroyable, c'est les chats et les iris. Moi, ce que j'apprécie vraiment chez les chiens, c'est les iris clairs. Où en fait, on a probablement davantage de contraste, des couleurs qui sont vraiment très, très variées. C'est magnifique. Ouais. Incroyable, puisque on n'est pas que dans quelque chose de très carré médicalement parlant, tu peux aussi avoir un kiff aussi en observant quelque chose de différent tout le temps. Tout à fait. En fait, il y a beaucoup de poésie derrière tout ça, même si ça fait un peu pas prétentieux, mais c'est étrange de dire ça, de parler de poésie dans le cadre de ton travail. Bon, j'imagine bien qu'un gars qui fait de la chirurgie orthopédique et qui opère des tibias ou des rotules, bon, c'est moins sexy, c'est moins joli à voir. Peut-être qu'il va avoir le même discours. Oui, peut-être, ouais, c'est vrai. Mais tu vois ce que je veux dire, en fait, l'œil, c'est quelque chose qui est très spécial parce que tout le monde sait à quoi ressemble un œil, mais si on demande à quelqu'un, ben voilà, votre rate, elle ressemble à quoi, ben, il sera incapable de dessiner une rate sur un papier, tu vois. Alors qu'un œil, voilà, c'est quelque chose qui est accessible, qu'on voit chez tout le monde en fait. Et pour autant, il y a tellement de variations, tellement de beauté derrière tout ça, c'est fascinant. Et c'est pour ça que tous les matins, je vais au travail le cœur léger parce que je ne sais pas ce qui m'attend, mais je suis à peu près sûr d'être émerveillé quand même au moins une fois dans la journée, quoi. Au-delà du truc qu'on peut se représenter un peu dégueulasse. En fait, si on fait abstraction de ça, et fort heureusement que j'arrive à faire abstraction de ça parce que je suis amené à opérer des yeux encore une fois et avoir des animaux qui ont des problèmes, c'est quand même pas marrant, c'est pas fun. Mais par contre, quand on voit des patients en bonne santé, notamment pour ce qu'on appelle le dépistage, on pourra en reparler. Là, il n'est pas question de charge pathologique et de charge émotionnelle pour les gens ni pour l'animal, donc c'est plus facile de s'émerveiller de ça. Donc c'est des sujets qui ont normalement un œil sans anomalie. Bon, là, il y a vraiment le champ ouvert pour s'émerveiller, oui, bien sûr. Et justement, je te parlais de dépistage. Comment... Enfin, moi, j'ai pas d'animaux de compagnie, pas de chien, pas de chat. Et comment, en général, comment tu te rends compte que ton chat ou ton chien voit mal, ou ton serpent ou ta gerbille, tu vois? C'est aussi une bonne question. En fait, les gens qui n'ont pas d'animal de compagnie ou qui ont toujours eu des animaux, mais qui n'ont jamais été confrontés à un problème à l'œil, ne se rendent pas compte à quoi correspond notre travail. Donc en fait, on a des grands groupes de motifs de consultation.
Modification de la vision. Un chien ou un chat qui, du jour au lendemain, ou même de façon progressive, commence à être un peu moins habile pour se déplacer dans un environnement nouveau, qui se cogne, qui attrape moins facilement la balle. Voilà, ça, c'est un motif de consultation dominant, baisse de vision. Deuxième motif de consultation très fréquent, c'est de la douleur. En fait, la douleur oculaire, elle s'exprime chez l'animal exactement comme chez l'être humain. Quand on a mal à l'œil, on tient l'œil clos, ça coule. On voit qu'il y a quelque chose. Si tu croises quelqu'un dans la rue qui a un problème à l'œil, tu vas comprendre tout de suite qu'il y a un souci. C'est exactement pareil chez l'animal de compagnie. Donc c'est un motif de consultation récurrent. Troisième motif de consultation récurrent, c'est modification d'aspect de l'œil, où les gens se disent, bon, là, il y a un truc bizarre qui se passe, c'est pas comme d'habitude. Donc troisième motif de consultation. Et dernier motif de consultation, c'est écoulement oculaire. Souvent, les gens nous consultent parce qu'il y a un écoulement oculaire chronique. Et voilà. Après, on peut avoir une combinaison de ces différents motifs, hein, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est les 4 grands groupes de motifs de consultation. Ok. Et quand les gens, tu leur apprends qu'ils vont avoir leur animal de compagnie, qui vont être opérés des yeux, tu as sûrement du stress, j'imagine. Et comment ça se passe? Que tu dois avoir tous les profils, j'imagine. Oui. Comment ça Alors, se passe un peu? moi, je ne ressens plus de stress depuis longtemps, parce que ça fait 20 ans que je fais ce job, donc il n'y a plus de stress, et quelque part, heureusement, ça te donne un peu d'expertise dans tout ça. Je pense qu'il faut pas de stress, il faut de la conscience professionnelle par contre, et il faut gérer le stress des gens. Et c'est une grosse partie de notre travail. En fait, il faut s'adapter un petit peu à la situation, et il faut comprendre les gens. C'est-à-dire qu'ils amènent leur animal de compagnie auquel ils tiennent par-dessus tout. C'est un membre de la famille, en fait, hein, il faut le voir comme tel. Ils sont dans un environnement qui est un peu aseptisé, c'est un environnement médical. C'est comme quand nous, on va à l'hôpital ou dans un environnement médical, on le ressent tout de suite. Il y a des odeurs spéciales, il y a une ambiance spéciale. Alors, est-ce que c'est phéromonal, est-ce que c'est psychologique? Il y a probablement un peu de tout ça. Donc, si nous, on en a la perception, ça veut dire que les familles de nos patients, et nos patients aussi, ils ont une perception évidente de tout ça. Donc, c'est un environnement qui est désagréable pour eux. Donc c'est à nous de le rendre le moins désagréable possible, et je ne peux pas dire de le rendre agréable parce que ça n'est jamais agréable, et donc de le rendre le moins désagréable possible, et de se mettre à leur place. C'est-à-dire que quand tu leur annonces qu'il y a un problème et que ça va nécessiter une chirurgie, c'est dur, c'est un coup dur. Donc bien sûr que ça nécessite de l'empathie, ça nécessite une implication émotionnelle, il faut laisser du temps aux gens d'encaisser la nouvelle, quoi. Après, il y a des situations qui sont un peu plus chroniques et pour lesquelles les gens se sont déjà fait une petite idée au sujet du fait qu'il y aura très probablement une chirurgie, donc ils l'acceptent plus facilement. Mais par exemple, dans le contexte de l'urgence, voilà, les gens n'ont pas eu le temps de se préparer à quoi que ce soit, et on les comprend très bien. Et là, ça demande du tact de toute façon. Mais ça, c'est comme chez l'être humain, en fait, hein. En tant qu'être humain, on est tous des patients en puissance, finalement, ou en devenir. Eh bien, quand on est confronté au corps médical, eh bien, on attend quand même un peu d'empathie, et on trouve jamais agréable d'être bousculé, d'être pressé par le corps médical. Donc, il faut raisonner exactement de la même façon pour nous, avec quelques adaptations néanmoins, parce qu'il s'agit bien d'un animal et non pas d'un être humain. Donc lui, il ne peut pas exprimer verbalement comment il se sent, mais par contre, en tant que vétérinaire, avec l'expérience, on comprend très bien quand le sujet n'est pas à l'aise, quand il y a une situation un peu de crise, quoi. Donc là, voilà, ça demande de l'expérience, ça demande un peu de finesse, mais voilà, fondamentalement, on a ça en nous. Je ne connais pas beaucoup de vétérinaires qui sont capables d'aller trop vite ou de faire mal leur job. Après, il faut faire la différence entre notre routine, c'est-à-dire que des animaux, on en voit toute la journée, donc on aurait probablement tendance à faire abstraction du fait que la situation relève de l'exceptionnel quand même, alors que c'est le cas pour les gens. En fait, les gens, ils ne vont pas voir l'ophtalmologiste vétérinaire tous les jours, donc pour eux, c'est une situation qui sort de l'ordinaire. Moi, c'est une situation qui est totalement ordinaire, et il faut que j'arrive à bien comprendre que voilà, c'est pas parce que je vais plier le truc en 2 minutes et que j'ai un diagnostic en 2 minutes que je dois plier la consultation et être brutal, être rapide avec les gens. Ça demande du temps et ça demande de la psychologie. Ok. Ça, en général, c'est quelque chose qui s'apprend ou qui est inné. Toi, tu as vu justement, pour parler juste de cette phase-là, qui est assez psychologique, j'imagine qu'au fur et à mesure des années, tu t'es amélioré dans ta façon de gérer ces émotions-là. Considérablement. En fait, pour ce qui me concerne, il y a eu très clairement plusieurs phases dans ma carrière. La première phase était dominée par la technique. Le but, c'était d'être le meilleur possible en chirurgie, d'être le meilleur possible en diagnostic clinique. Et j'avais malheureusement tendance un peu à faire abstraction de tout le contexte psychologique. Humain, et ce qui m'a amené très certainement à commettre des tas d'erreurs avec les familles de mes patients et avec mes patients aussi.
Et en fait, en vieillissant, on devient meilleur à mesure que les jours passent en chirurgie, bien entendu, on devient meilleur en diagnostic parce que au-delà du bagage théorique qu'on a emmagasiné, vient un petit peu l'expérience. Et l'expérience, malgré tout, ça participe énormément à tes capacités en termes de diagnostic et en termes de chirurgie. Donc, à mesure que le temps passe, tu es moins impliqué parce que tu sais que de toute façon, cette chirurgie, tu la connais très bien, tu vas la faire sans difficulté. Et donc, tu te concentres un petit peu plus sur l'aspect psychologique et sur le fait que les gens viennent te voir parce qu'ils sont en détresse, en fait. Et que, mine de rien, c'est une pression que ça rajoute sur toi, mais tu as très clairement un rôle à jouer pour que l'expérience soit la moins désagréable possible, encore une fois. Et même à titre personnel, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai été confronté au corps médical aussi, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Dans mes confrontations, puisqu'il s'agit bien de ça parfois, avec le corps médical, il y a des situations où certains professionnels de santé ont été d'un grand secours pour moi, et d'autres où je me suis dit, putain, mais il y a un truc qui ne va pas en fait, et où ça dégrade plutôt ton mindset, ton ressenti, alors que ça devrait l'améliorer, tu vois. Et je me suis dit, ça m'a inspiré, je me suis dit, qu'est-ce qui, dans l'action de ces gens-là, me fait du bien ? Qu'est-ce qui, dans l'action de ces gens-là, me fait du mal ? Et après, c'est inspirant au quotidien pour te dire, non, en fait, là, cette situation, il faut que tu la gères mieux. Il faut que tu sois plus patient. Il faut que tu réexpliques. Il faut que tu donnes du temps aux gens pour passer un petit moment avec leur animal avant de l'emporter au bloc. Des petites choses comme ça qui font que, en fait, la technique, elle passe un petit peu en arrière-plan parce que, par définition, quand les gens viennent te voir, ils ne se demandent pas si tu es bon ou si tu n'es pas bon. S'ils viennent te voir, c'est qu'ils tiennent pour acquis que tu es bon. Donc, ce n'est pas là-dessus que tu dois jouer, c'est sur quelque chose qui est plus humain, finalement. Sur le fait que, eh bien, il faut être à l'écoute, il faut être patient, parce que c'est pas marrant, en fait, d'amener son animal de compagnie. Alors, on ne peut pas trop faire de comparaison avec l'être humain quand même, mais je vais quand même faire le lien. Si tu amènes ton gosse à l'hôpital, ben, tu as vraiment besoin d'avoir confiance dans la personne que tu as en face de toi avant de laisser partir ton gosse au bloc ou en salle d'examen. Et voilà, c'est hyper inspirant parce que tu te dis, ouais, il faut vraiment assurer de ce côté-là. Et j'ai une anecdote assez récente à raconter. J'ai une amie qui est prof d'anapath à l'école de Toulouse. Et dont le petit garçon a un problème cardiaque, tu vois, il est suivi depuis très longtemps par un cardiologue de renom à Toulouse. Un gars internationalement connu, hein, une sommité de sa discipline. Et en fait, ce gars, ma copine me racontait qu'il connaît la couleur préférée du gosse, il sait à quel âge il a eu son premier vélo. Le gars, il est hyper impliqué dans le contexte, il s'implique dans la vie de ses patients et c'est pas juste de la technique. Hyper inspirant pour un gars comme moi, tu vois. Il faut s'intéresser aux gens, il faut s'intéresser aux patients. Alors, je peux pas donner de leçons parce que il y a des jours où tu es fatigué, il y a des jours où les gens te bassinent, il y a des jours où tu n'es pas aussi performant que tu devrais, mais dans l'ensemble, il faut quand même garder en toile de fond cette ambiance qui est vraiment pas agréable pour les gens et essayer de mettre un peu de liant dans tout ça, quoi. Ouais, j'entends très bien ce que tu dis, puisque je pense que, alors je sais pas si on peut faire un lien avec tous les métiers de service, mais quand tu as une relation avec un client, toi c'est un peu particulier parce qu'ils viennent dans un endroit où ils n'ont pas envie de venir, ils sont obligés de venir, ils n'ont pas le choix, donc forcément déjà tu arrives avec un handicap. Il y a un biais, ouais. Il y a un biais. Mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure au début, quand tu sors de l'école, quand tu as envie d'être le meilleur technicien possible, tu dis voilà, j'ai envie faire le mieux possible. Moi en tant que coach, parce que c'est le monde que je connais, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu sors de l'école, tu as envie d'être le meilleur technicien possible, et en fait tu te dis que les gens viennent là pour qu'ils améliorent leur performance, et donc tu veux leur faire un squat parfait, alors qu'en final tu te rends compte que tu penses que c'est 100% la technique et ce que tu vas leur délivrer comme coaching technique, qu'en fait au final en fait, c'est 50-50, voire avec le côté humain. Et en fait, ils ont besoin de liens, ils ont besoin de se sentir bien, ils ont besoin... C'est toujours la même chose, quand tu veux enseigner quelque chose à quelqu'un, tu es obligé que la personne se sente bien, sinon il n'y a rien qui passe. Et je pense que, effectivement, les jeunes ou les jeunes diplômés, quel que soit le métier qu'ils font, quand ils sont en relation avec un client, je pense que, ou avec un patient, ils ont tout intérêt à considérer la personne. En fait, c'est de l'empathie, quoi. Et de comprendre que la personne, elle ressent, pourquoi elle est là, est-ce qu'elle a passé une journée de merde, est-ce qu'elle est triste parce que son chien est pas bien et donc elle vient te l'amener, donc elle a besoin d'être rassurée. Et c'est pas juste, ok, d'avoir un diagnostic froid et passable, quoi. Moi, je me souviens quand j'emmène mon fils chez le médecin, qu'il est malade, t'as passé une nuit de merde, tu sais pas ça va pas durer encore 3 nuits, tu sais que ton gamin il est pas bien, t'attends que ton pédiatre il te dise ah non, ça va bien se passer, ça va aller, vous inquiétez pas, lui donner un médicament, dans 2 jours ça va être terminé.
et pas que ça soit ok le néotite, allez c'est bon, là, allez hop, hop, on te donne ça, tac, allez ciao. Et ça en fait c'est vrai que ça fait la différence entre atténuer un peu le mauvais moment ou même passer une bonne expérience quand tu viens à la salle de sport par exemple. Mais ça tu vois ce que je trouve intéressant, alors après tu as parlé un peu d'une sorte de déclic, est-ce que parce que j'ai l'impression que ça s'est fait tu l'as fait de toi-même, cette transition de je suis full technique et après progressivement je me rends compte que le côté humain il va passer aussi devant, il va être très important. Tu as parlé justement des expériences que tu as eues toi, de mauvaises expériences et des bonnes expériences que tu as eues en tant que client, en tant que patient. Est-ce que il y a quelque chose d'autre qui t'a fait rendre compte de ça? Ça t'est très progressif ou est-ce que tu as eu un déclic, tu as dit ok, il faut que je change ça absolument? En fait, il n'y a pas eu de déclic, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est quelque chose de progressif. En fait, on a tendance à conscientiser un peu mieux tout ça avec l'âge. Encore une fois, quand j'ai commencé, en fait, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'informations que je devais digérer sur les techniques chirurgicales, il faut les apprendre, ça prend du temps. Et assez vite, tu as envie de les mettre en place, tu as envie d'exploiter ces connaissances. Donc, je pense que je n'avais pas le cortex suffisamment développé pour tout gérer d'un seul coup, en fait. Donc, j'avais les crocs qui rayaient le parquet pour la chirurgie et donc je me concentrais là-dessus. Mais je ne pense pas avoir été indélicat avec des gens, probablement peu de maîtrise quand même de la psychologie des gens, mais jamais indélicat. J'ai jamais brutalisé un patient ni quoi que ce soit, c'est pas du tout la question. Mais je pense qu'en vieillissant, on donne un peu plus de rondeur dans tout ça, donc ça a été quelque chose de progressif. Et j'ai aussi bénéficié de l'expérience de mon père qui était ophtalmologiste, mais pour les êtres humains, et qui était quelqu'un de très humain et que j'entendais parfois consulter, puisque parfois son bureau était séparé de sa salle de consultation par un rideau seulement. Et quand j'étais plus jeune, quand j'étais collégien ou quand j'étais ado, je faisais mes devoirs parfois dans son bureau et je l'entendais consulter à travers le rideau qui séparait les deux salles. Et hyper inspirant parce que hyper humain, presque humaniste en fait. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup ses patients. Et évidemment que sur le moment, j'en avais pas conscience, mais dès que je suis passé de l'autre côté finalement, de son côté entre guillemets, et que j'ai commencé à conscientiser ça, je me suis dit ah ouais mais en fait le paternel il faisait ça vraiment bien. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à prendre dans tout ça? Bon, c'est mon père, la génétique ça parle bien entendu, donc je pense que j'avais énormément de points communs avec lui, donc ça s'est fait naturellement, ça s'est fait progressivement. Je ne peux pas dire que c'est venu du jour au lendemain. C'est au moment de mûrir, de conscientiser tout ça, où je me suis dit, ouais, là, il y a vraiment moyen de faire mieux, en fait. Est-ce que techniquement, il y a moyen de faire mieux? Oui, mais finalement, ça se fait par la force des choses, parce que t'opères, il y a quand même pas mal de routines dans notre job, donc on opère à tour de bras tous les jours, c'est à peu près toujours les mêmes choses, donc forcément que tu progresses, tu es à peu près meilleur tous les jours. Par contre, en termes de psychologie, même si évidemment on voit ces familles, ces patients tous les jours, c'est très clairement là-dessus qu'il y avait un axe de progression en fait. Donc je me suis concentré là-dedans parce qu'en plus c'est un truc qui m'intéresse d'être vraiment à l'écoute et d'essayer de cerner. On l'évoquait tout à l'heure, il y a plusieurs profils psychologiques bien sûr. Il y a des gens qui sont là, qui sont hyper pragmatiques, qui ont tendance à te faire confiance très vite, aveuglément, sans mauvais jeu de mots. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sur la réserve et c'est dans ces situations un peu touchy où c'est toi qui dois être assez expérimenté pour cerner le profil psychologique des gens et adapter ton discours pour que la confiance s'installe. C'est pas long une consultation, hein, et parfois dans le contexte de l'urgence, la consultation se passe et le patient doit être opéré dans la demi-heure ou dans l'heure. Donc, je veux dire, pour prendre une décision pour les familles, c'est parfois pas évident du tout. Donc là, c'est à moi, à nous, au sens large, d'être assez psychologue, assez fin pour expliquer aux gens pour qu'ils adhèrent au discours en fait. Donc ça c'est vraiment une approche qui m'intéresse vraiment. Et puis j'imagine que comme tu dois opérer plein de fois relativement les mêmes problèmes, où tu commences à avoir, enfin t'as l'habitude de répéter les mêmes gestes comme tu disais, et j'imagine qu'à un moment les profils psychologiques, il n'y en a pas 50 000 non plus. Tout à fait. Je pense que quand les gens ils arrivent, ils ont un peu la même façon aussi de stresser, ils ont les mêmes peurs, etc. Et toi, il y a un moment, aussi l'entraînement et le volume de patients que tu vois doit aussi te permettre de répondre avec beaucoup plus de... Absolument, en fait, c'est une notion d'expertise. Et ça, c'est vraiment l'expérience qui parle. C'est-à-dire qu'il y a des chirurgies que j'ai fait des centaines, voire des milliers de fois, et pour lesquelles, bon, voilà, les aléas sont faibles, les risques d'échec sont faibles. Et comme tu dis, comme j'ai été confronté à peu près à toutes les situations possibles dans ce contexte,
eh bien, je suis capable de répondre à des questions très précises sur qu'est-ce qui peut se passer. Et en fait, comme après 20 ans, alors j'ai encore des tas de choses à travailler, bien sûr, et il y a des tas de points sur lesquels je dois progresser. Néanmoins, voilà, c'est un peu comme un chirurgien du genou. Bon, un chirurgien du genou, il opère des genoux à longueur de journée. Bon, tomber sur un truc qui sort de l'ordinaire, ça ne va pas lui arriver tous les jours. C'est un peu le cas pour moi. Et ça fait que, effectivement, on est capable quand même de répondre à tout un tas d'interrogations que les gens sont susceptibles d'avoir et d'être assez précis, assez direct, assez clair sur les tenants et les aboutissants de tout ça. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu as eu déjà des cas où tu peux rien faire? Où tu vois que ça arrive, tu te dis, en fait, tu peux. Ou alors il y a un échec, ou comment ça se passe Ouais. Alors c'est une bonne question, et il y a plusieurs réponses parce que ça touche à plusieurs domaines. En fait, il y a des maladies incurables et pour lesquelles on ne peut rien, moi ou un autre en fait. Et là aussi, ça demande un peu de psychologie parce que il faut accompagner les gens sur l'avenir en fait. C'est-à-dire que les gens vont sortir de ton bureau, toi tu vas enchaîner avec la consultation suivante, donc c'est ok, tu élimines ce truc de ta tête ou presque, mais les gens ils vont repartir avec leur animal sous le bras et avec le problème sous le bras en fait. Donc ils vont devoir le gérer et c'est eux qui vont rentrer à la maison avec ça. Donc il faut en avoir conscience, il faut que moi j'en ai conscience en tant que clinicien et il faut que je les prépare à tout ça. Et là encore c'est l'expérience qui parle. C'est-à-dire qu'une fois avoir établi le diagnostic, après avoir donné les explications sur le fait qu'il n'y avait pas de traitement ou un traitement symbolique, il faut expliquer aux gens ce qu'ils attendent. Et ça te demande du temps. Et parfois, la consultation s'éternise parce que les gens sont en demande et c'est normal en fait, c'est ok. Donc il faut passer le temps nécessaire pour ça. Et la clé, c'est aussi de se rendre disponible, c'est-à-dire de pouvoir dire aux gens, écoutez, là ça fait beaucoup d'informations, donc si vous le souhaitez, vous n'hésitez pas à nous rappeler, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail et puis on reprécise tout ça. Donc il faut un peu baliser l'avenir, c'est-à-dire leur dire, voilà comment ça va se passer. En fait, votre animal, peu à peu, je prends un exemple sur des affections rétiniennes, peu à peu, votre animal va devenir aveugle et on n'y peut rien en fait. Mais voilà comment ça va se passer. Donc là, avec l'expérience, on sait très bien comment ça va se passer. Donc on leur donne des grandes lignes sur voilà, les différentes étapes qu'ils vont traverser. Et la plupart du temps, ça se passe très bien parce qu'en plus, un animal aveugle, dans la majorité des cas, il va quand même s'en sortir très bien pour vivre. En fait, ce qui compte, c'est même pas une question de malvoyance ou de cécité, c'est surtout que le patient ne souffre pas. C'est la clé. En fait, qu'on soit ophtalmo, qu'on soit cardiologue, qu'on soit chirurgien, qu'on soit interniste, c'est pas la clé, c'est pas ça. Le nœud du problème, c'est vraiment le confort du patient. Et si on peut assurer aux gens que leur animal ne souffrira pas, parce qu'on a des clés pour ça, eh bien, souvent, il y a beaucoup de soulagement et on peut passer à quelque chose de plus technique sur comment s'adapter avec un animal qui est non-voyant ou très malvoyant. C'est très intéressant c'est ce que j'allais justement te demander après par rapport à la qualité de vie de l'animal de compagnie quand il est non-voyant. Moi, tu vois, je me dis, il est non-voyant, il voit plus rien, l'animal de compagnie, il va se laisser... Tu vois, il se dit, ok, c'est fini, et j'ai cette vision-là, tu vois, tout de suite. Ouais. Alors que tu viens de dire à l'instant que potentiellement, un animal de compagnie, un chien ou un chat qui est non-voyant, il peut continuer à vivre presque normalement. Alors en fait, on a un peu de tout, mais rares sont les animaux qui se laissent aller avec la cécité. En fait, si on part du principe qu'il n'y a pas de douleur, après la malvoyance, la cécité, il n'y a pas de perception consciente de tout ça chez l'animal. Si moi je deviens malvoyant ou aveugle, brutalement ou progressivement, ça va être un drame. Ça va être un drame parce que je ne vais plus pouvoir travailler, mes interactions sociales vont être modifiées, je ne vais plus pouvoir conduire. Il y a des tas d'implications qui vont rajouter une charge psychologique, voire psychiatrique considérable. C'est tout à fait différent chez l'animal où on estime, pour l'instant en tout cas, dans la limite de nos connaissances, qu'il n'y a pas de conscientisation de tout ça. Donc si on soustrait la douleur et l'inconfort et que le patient est juste malvoyant ou aveugle, en fait, il va développer des ressources considérables pour s'adapter. En fait, c'est des animaux, j'appelle ça c'est des êtres ultrasensoriels, contrairement à nous, en fait. Ultrasensoriels, ça veut dire qu'ils ont la capacité de mieux percevoir les autres sens. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, un animal aveugle, il ne va pas mieux entendre. Mais par contre, il va être beaucoup plus attentif à ce qu'il entend. On ne va pas développer l'acuité auditive avec la cécité, ce n'est pas ça du tout. En fait, servir plus. On va s'en servir plus et on va mieux interpréter ce qu'on entend. L'animal va mieux interpréter ce qu'il sent. Après, il y a le contact aussi qui va compter et qui va être déterminant. Il va mieux interpréter l'intonation de la voix des membres de sa famille. Il va mieux interpréter tout ça. Et il va avoir une capacité d'apprentissage qui est extrêmement performante, qui est extrêmement rapide et qui est bien meilleure que celle que moi je suis susceptible de développer si je deviens aveugle progressivement ou brutalement. Donc c'est ça que j'appelle des animaux avec
enfin des animaux ultrasensoriels, des êtres ultrasensoriels. C'est que finalement, si on a pas mal, bah, c'est ok, on continue de vivre, on s'adapte, on perçoit beaucoup mieux les signaux de l'environnement et on continue, on avance, quoi. Il y a même des animaux qui sont présentés et on se rend compte après l'examen qu'ils sont très malvoyants, voire aveugles. Alors ça n'arrive pas très souvent, hein, mais parfois on l'apprend aux gens. On leur dit, mais attendez, votre animal ne voit pas. Là, les gens disent, comment ça, il ne voit pas? Mais en fait, il ne voit pas, mais il s'adapte tellement bien que vous n'en êtes pas rendu compte, en fait. Et là, les gens tombent des nues, mais on leur montre bien que, eh bien, comment dire, un objet mobile, l'animal ne le suit pas. Enfin, on peut leur montrer assez rapidement que l'animal est très malvoyant, mais finalement, avec des capacités d'adaptation, j'ai en mémoire un petit Jack Russell qui appartenait à une jeune femme qui était joueuse de hand professionnelle d'ailleurs. Et c'est un petit Jack qui était aveugle et je peux en être sûr puisque c'est moi qui l'ai opéré des deux côtés d'un truc très grave et c'était couru d'avance qu'il deviendrait aveugle. Et en fait, la dame m'a envoyé une vidéo quelques mois après la prise en charge où la chienne était capable d'attraper une balle au rebond. Alors c'était une balle qui faisait du bruit, mais la chienne était capable d'attraper une balle au rebond alors qu'elle est aveugle en fait. Bon, c'est une vidéo que j'ai gardée pour montrer justement aux gens, aux familles qui sont susceptibles d'être confrontées, voilà, regardez ce qui est possible, quoi. Alors après, c'est différent si les gens ont un dog allemand ou un Jack Russell, forcément que ça va être différent. Mais dans l'ensemble, voilà, les chats, les chiens ont des capacités d'adaptation qui sont hors du commun en fait. Donc le handicap, il est présent parce que la vision, ça reste le sens numéro 1, comme chez l'être humain. Mais beaucoup plus tôt derrière, les autres sens sont là chez les animaux, alors que nous, les autres sens, ils sont quand même vraiment, vraiment plus loin. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Ouais. Les autres sens sont plus près derrière la vision, chez le chien et chez le chat, que chez nous. Nous, c'est vraiment le sens ultra dominant à 70%, quoi. Après, ce que c'est pas aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est que nous, derrière, psychologiquement, on va dire, ok, notre vie, elle est finie parce que... Donc, tu as un peu d'un biais cognitif par rapport à ça. Tout à fait. Alors qu'au final, un animal, il est quand même dans un environnement qui est relativement sécure autour de lui. Alors, je pense qu'il le sait, il le sent. C'est tout à fait ça. En fait, c'est ce qu'on dit aux gens. Il faut assurer la sécurité de l'animal. Si tu as un chien, par exemple, qui est fugueur et qui est susceptible de partir et de se faire écraser par une voiture sur la route, ben, voilà, il faut vraiment faire gaffe à ça. Il faut que l'environnement soit balisé. Voilà, il y a des clés. Mais par contre, tant que le sujet ne souffre pas, qu'il a à boire, à manger, qu'il a sa dose de câlin, même des phases de jeu, il va mener une vie quasiment normale à 90%, quoi. 90%, c'est énorme, hein, face à d'autres handicaps dans d'autres disciplines. Je veux dire, si tu as une maladie, il y a d'autres maladies qui sont beaucoup plus handicapantes que la cécité. Encore une fois, ce qui compte, c'est vraiment le confort et supprimer la douleur. Ça, c'est capital, quoi. Et puis, je pense que les gens, justement par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est super important, je pense, à dire pour les gens qui ont des animaux de compagnie, qui à un moment, forcément, va y avoir des problèmes, comme les êtres humains. À un moment, quand on vieillit et tout, il va nous arriver des choses. C'est quand même super intéressant de comprendre que ton chien ou ton chat, quand il va devenir peut-être aveugle, en fait, sa vie, elle n'est pas terminée. Et je pense que tu dois avoir, j'anticipe un peu ça, mais je pense que tu dois avoir des patients, quand ils arrivent, tu leur dis votre animal va devenir aveugle, je pense que ça devient un peu la fin du monde. Et donc le fait en contrepartie de dire mais attendez, c'est possible, je pense que c'est des gens doivent un peu flipper quand même. C'est là qu'on rebondit sur ce qu'on disait au tout début sur la psychologie. En fait, mais même en tant qu'être humain, en tant que patient humain, on peut être amené à supporter des diagnostics qu'on te balance comme ça, sans autre forme d'explication, et on vous dit au revoir messieurs, dames, on se revoit pour la visite de contrôle dans 3 mois, et tu repars chez toi avec cette information. C'est hard, quoi. Là, mon job, c'est de faire en sorte qu'au-delà du caractère dramatique de l'annonce, il ne faut pas s'arrêter là, en fait. Il faut expliquer que voilà, c'est pas si dramatique, qu'il y a des tas de choses à faire et que le patient peut mener une vie quasiment normale et dans un état de... Oui, il y a encore des tas de belles années à vivre avec sa famille. Et voilà. Après, il y a quand même une autre part de notre activité qui est fort heureusement en ophtalmologie plus rare, c'est lorsque le pronostic vital est engagé. Et là c'est une autre affaire, par contre. Parce qu'il ne s'agit pas que de perdre la vision, mais il s'agit de perdre la vie, quoi. Et là, c'est fort heureusement, encore une fois pour moi... c'est pas du tout la majorité de mon travail, mais ça peut arriver. Et là aussi, encore beaucoup de psychologie, parce que là, c'est quand même une toute autre affaire, quoi. Tu n'apprends pas ça à l'école? Non. Alors moi j'ai fait mes études il y a longtemps maintenant, donc on n'abordait pas la psychologie. Il y avait quelques profs qui étaient un peu modernes, et notamment des femmes qui abordaient le côté psychologique, mais de façon assez superficielle. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que c'est dans l'air du temps quand même. Le statut de l'animal de compagnie a évolué au niveau de la loi. Voilà, les choses évoluent très favorablement pour les animaux de compagnie. Donc je peux imaginer que désormais on parle quand même d'un contexte psychologique, d'un accompagnement pour les familles. La gestion de la douleur, c'est un truc qui est vraiment central maintenant. Depuis
Bon, je pense que depuis bien 10-15 ans, il n'y a plus de débat en fait. C'est vraiment central dans la prise en charge, quelle que soit la discipline, c'est la gestion de la douleur. Voilà, c'est universel et c'est indiscutable, quoi. Justement, en parlant des études et de l'école, ça consiste en quoi en termes d'années d'études et après en termes de difficulté? Tu placerais ça où, toi, c'est justement ce cursus? C'est une question qui est difficile parce que moi j'ai eu un cursus particulier puisqu'après la terminale, on n'a pas voulu de moi en classe prépa puisqu'on a considéré que j'étais trop nul. Donc à l'époque il y avait un concours A qui était la voie royale et qui consistait en une année de prépa après le bac. Et là c'était vraiment les meilleurs des meilleurs qui y avaient accès. C'est un concours qui était très sélectif, qui est probablement toujours très sélectif. Donc moi encore une fois on m'a dit que j'étais trop nul pour ça. Donc je me suis rabattu sur une autre voie qui s'appelle le concours C, où j'ai fait un BTS en analyse biologique et biotechnologique qui dure 2 ans. Après j'ai fait une année de classe préparatoire qui est différente du concours A mais qui est spécifique du concours C, où tu prépares un concours en fait, un concours d'entrée que j'ai validé. Et à l'époque, quand on validait ce concours, on rentrait en 2e année à l'école Veto. Donc le cursus normal, c'est normalement 5 ans de formation. Et moi, je suis rentré en 2e année, donc c'était 4 ans. Je n'ai pas fait la première année. Ils considéraient à l'époque que les 2 années de BTS et la prépa, ça équivalait à la première année. Donc je suis arrivé à l'école Veto de Toulouse en 2e année. Et en fait, tu raccroches une promo à laquelle finalement tu n'appartiens pas trop. Moi, je me souviens que j'ai intégré dans une promo où en fait, voilà, c'est très élitiste. C'est des gens qui ont beaucoup travaillé pour valider leur concours A, donc le concours le plus dur. Donc moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais considéré un peu comme un extraterrestre, quoi. Le premier contact que j'ai eu avec ma nouvelle promo, c'était un gars qui m'a dit que je ne méritais pas du tout d'être là et qu'il y avait des potes à lui qui n'avaient pas eu le concours et qui méritaient davantage que moi, tu vois, donc ambiance. Donc j'avoue que ça m'a vraiment meurtri sur le moment, donc je ne me suis jamais vraiment intégré à cet environnement. Et dans le même temps, j'avais mes premiers cours de sémio, où c'est là que, en fait, je voulais pas, à l'époque, je savais même pas que ça existait l'ophtalmologie vétérinaire, quoi. Mais on avait les premiers cours de sémiologie oculaire qui étaient dispensés par un prof d'ophtalmo qui s'appelle Alain Régnier, qui était un génie, on ne va pas se raconter d'histoire, c'était un des meilleurs ophtalmologistes au monde, c'était quelqu'un qui connaissait très bien l'ophtalmologie médicale. Ce n'était pas un très grand chirurgien, mais c'était quelqu'un qui c'était une bible en fait, une bibliothèque, il connaissait tout sur tout, la théorie, il la connaissait sur le bout des doigts, quoi. Et en plus de ça, c'était un prof exceptionnel, c'est-à-dire que, on l'évoquait tout à l'heure, la capacité à transmettre un message, la capacité à expliquer, c'était un truc à couper le souffle, quoi. Donc le gars, il était en amphi, il était devant un tableau et il t'expliquait l'ophtalmologie. Moi, ça m'a totalement inspiré et à la fois, ça m'a coupé le souffle, quoi. Un mec extrêmement brillant, extrêmement charismatique, c'était un gars pas très grand, mais il émanait de lui beaucoup de charisme et il était smart, quoi. Il avait un côté très anglais d'ailleurs. Et en fait, moi, je suis arrivé là-dedans, j'ai vu ça. En plus, comme mon père était ophtalmo, c'était un vocabulaire que je connaissais un petit peu. Alors, rien à voir, bien sûr. Enfin, j'étais pas. Ça te parlait, quoi. Mais voilà, c'était du vocabulaire que j'avais entendu depuis l'enfance, donc c'était à peu près familier pour moi. Et dès la fin du premier cours, je suis allé voir. J'ai dit, mais comment on fait ça? Et il m'avait dit quelque chose que j'ai retenu. Il m'avait dit, du Laurent, il faut garder un intérêt constant pour la discipline. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai passé les années, j'ai validé toutes les autres disciplines jusqu'au moment où il y avait cette 5e année qu'on pouvait faire en ophtalmologie et j'avais postulé, il m'avait pris. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé l'ophtalmologie. En fait, j'étais assistant, ça s'appelait comme ça à l'époque, c'était la 5e année, plutôt que de la faire dans les disciplines générales, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chose qui se faisait dans la majorité des cas, dans l'écrasante majorité des cas, on devait faire des disciplines générales avant de se spécialiser. Et moi, il m'avait pris alors que j'étais à peine diplômé de ma 4e année, quoi. Et franchement, c'était un nouvel univers, quoi. Ça m'a ouvert des perspectives considérables. J'étais fasciné. C'est vraiment de la passion. J'ai pas de honte à le dire aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui m'a inspiré. J'avais pas d'ambition particulière, j'avais pas de plan de carrière tout tracé. C'était l'ophtalmologie dans l'acception un peu noble du terme. Ça fait un peu désuet de dire ça maintenant, je reconnais, mais tout me fascinait en fait dans ce truc-là. En plus, lui, il avait vraiment cette espèce d'aura qui émanait de lui. Et je sais pas pourquoi il m'avait à la bonne, parce que ça se passait pas bien forcément avec tout le monde, mais on s'entendait très bien en fait. Il a reconnu peut-être le passionné. Est-ce qu'il avait ce qui l'a séduit en moi, je pense que c'était le fait que j'étais très rigoureux en fait. Je faisais le truc
le mieux que je pouvais en fait. Donc je pense que ça l'a séduit dans le sens où lui il était un peu de la vieille école, donc je pense qu'il lui fallait des gens un peu sur le même modèle, assez disciplinés, qui sortent pas trop du cadre quoi. Donc j'ai fait une année d'assistanat et après donc il y a le prof, c'était lui, il y avait ce qu'on appelle un chargé de consultation qui est un gars qui s'appelle Guillaume Casalo, qui est toujours un ami d'ailleurs, qui était un mec extrêmement brillant aussi, et 3 assistants, donc il y avait 2 assistants en plus de moi. Et donc Guillaume Casalo, qui était le chargé de consultation, partait, et à la fin de l'assistanat, le poste était vacant, le poste de chargé de consultation était vacant. Donc moi j'ai postulé et j'ai été pris, et l'aventure a continué comme ça à l'école Veto de Toulouse, où après... C'est quoi chargé de consultation? En fait, tu es diplômé, tu as ta thèse d'exercice et tu continues, tu travailles à l'école en fait. Donc c'est toi qui fais un grand nombre de consultations. Parce que le prof, lui, il n'a pas qu'une activité clinique en fait, il a des activités de recherche, il enseigne, il doit préparer ses cours, donc il n'est pas tout le temps aux cliniques. Et pour autant, il faut quelqu'un présent pour faire tourner la boutique, quoi. Ah, parce que lui, donc il était à la facuté pour enseigner. C'est ça. Et il avait son cabinet de... Non, en fait, à l'école, dans l'école Veto, sur le campus, tu as le D'accord. secteur des amphis, tu as les chaires et tout ça, et tu as un secteur de consultation où pour les disciplines cliniques, parce qu'il n'y a pas que des disciplines cliniques, mais pour les disciplines cliniques comme l'ophtalmologie, tu as des créneaux de consultation comme dans une clinique normale, en fait. Ah, où des gens viennent et ils ont leur des problèmes. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et lui, il ne pouvait pas faire toutes les consultations, bien entendu. Donc, il avait un chargé de consultation qui faisait, et ça porte bien son nom, il était chargé de faire les consultations. Okay. Et donc moi j'ai fait ça pendant 3 ans après mon année d'assistanat, et j'ai bénéficié d'un malheureux concours de circonstances pour lui, mais d'un heureux concours de circonstances pour moi, c'est qu'il a été gravement malade. Et donc il a été dans le jus pendant plusieurs mois, où il pouvait même plus être là en fait. Et donc moi j'ai absorbé un petit peu, je dis bien un petit peu parce que c'était pas grand chose par rapport à tout ce qu'il faisait, mais j'ai absorbé un petit peu de ses responsabilités. Donc j'opérais davantage, je consultais davantage, j'encadrais davantage d'étudiants dans leurs travaux, dans leurs thèses pour certains. Alors tout ça était totalement non officiel, c'est-à-dire qu'un chargé de consultation, normalement il n'a pas le droit de donner des cours, il n'a pas le droit d'encadrer des étudiants plus que dans le cadre des consultations. Mais comme le prof était un peu dans le jus, j'ai débordé un petit peu de mes prérogatives, de mes responsabilités à l'époque. Et voilà, je faisais ça, mais avec un enthousiasme naïf. C'était vraiment de belles années, parce qu'en plus, moi-même, j'ai eu des assistants quand j'étais chargé de consultation. C'est des assistants qui sont renouvelés tous les ans. Et j'ai eu que des assistants formidables, en fait. Donc, on faisait de l'ophtalmologie et on parlait ophtalmologie, on respirait ophtalmologie. C'était vraiment de la passion. C'était de la passion brute, ouais. C'était vraiment super chouette. C'était vraiment une époque faste pour moi. Ouais. Tu vois, on dit souvent que l'idéal c'est que son travail ça soit passion et sa passion soit son travail, tu vois. Je pense qu'on est en plein dedans. Ah oui, totalement. Totalement. Il y avait un enthousiasme qui était généré par ce truc-là, c'était formidable parce qu'on refusait personne, c'est-à-dire que les étudiants de 2e cycle, c'est-à-dire les étudiants de 2e, 3e, 4e année, ils pouvaient venir assister aux consultations, et comme on agissait avec passion, mais c'était plein tout le temps, c'était plein à craquer. Pourtant on n'avait pas une grande salle, hein, mais les gens venaient pour assister aux consultations. C'était vraiment, c'était une époque où l'ophtalmologie, c'était vraiment une discipline dominante à l'école. Ouais. Je pense que tu me disais justement que c'était une époque faste, etc. Je pense que tu as encore le souvenir de comment tu te sentais à ce moment-là, je pense, en termes d'émotion, en termes de plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui, alors pas tout le temps j'imagine, mais est-ce qu'il y a des moments où tu ressens encore ça aujourd'hui dans ton métier? Ouais, totalement. Totalement. En fait, après 20 ans, c'est... En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas dire que c'est tous les jours le cas, parce que ce serait mentir. On a beaucoup de responsabilités, il y a une charge mentale, il n'y a pas que le boulot, en fait, il y a des tas d'autres trucs à gérer. Mais dans l'ensemble, je suis toujours enthousiaste à l'idée de sortir l'appareil photo, de sortir des lentilles particulières pour observer des structures particulières de l'œil, alors que le motif de consultation ne le justifie pas forcément. Et donc moi, je suis comme un fou. Hein. Okay. Oui, c'est vraiment... En fait, je pense que c'est un peu la clé, c'est que je trouve difficile, quand on arrive à un certain âge, je me projette sur certaines personnes qui font un travail qui les passionne peu, et je trouve ça difficile, en fait. Et moi, je reconnais ma chance, j'ai une chance inouïe sur le fait que, encore une fois, c'est ce que je dis avec Alice, mon épouse, qui est aussi Veto, c'est que même quand tu as une journée dégueulasse, en fait, le point, c'est qu'on soigne des animaux, en fait. On est susceptible de caresser des chiens, tu vois, c'est quand on te dépose un chat sur ta table de consultation, c'est quand même autre chose que de gérer un fichier Excel en comptabilité, tu vois. Alors, moi, j'ai rien contre les gens qui gèrent de la comptabilité Excel, mais qui se retrouve la même magie dans un fichier Excel. C'est possible, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour moi, en tout cas, beaucoup plus facile de trouver de la magie, ou même, pas forcément de la magie, c'est un bien grand mot, mais même un moment réconfortant où, en fait, tu as juste à faire ton job en examinant un chat,
après l'avoir mis suffisamment à l'aise en lui faisant une caresse, en étant plutôt doux, en étant patient, c'est quand même super comme job. Et après, au-delà du côté purement veto, le côté ophtalmo, c'est magnifique en fait, c'est magnifique. En fait, on voit des trucs qui sont simplement beaux en fait. Tu vois, et c'est ce que le parallèle que je faisais avec la chirurgie orthopédique, où il y en a des tas d'autres. En fait, pour moi, il n'y a pas d'autre discipline qui est aussi belle que l'ophtalmologie. Il n'y a rien de plus beau qu'un œil en fait dans un corps. Voilà, la dermato, bon, je comprends très bien qu'il y ait des dermatos, mais finalement, c'est des furoncles, c'est des trucs qui sont pas, c'est pas très excitant, ça sent pas forcément très bon. Pour un œil, en fait, si tu fais abstraction de quelques trucs qui sont pas très ragoûtants, dans l'ensemble, c'est magnifique, en fait. Et il n'y a pas une journée, et là, je le maintiens, il n'y a pas une journée où je vois pas un truc qui me décroche la mâchoire, où je me dis, oh, c'est quand même super beau, quoi. Après 20 ans, c'est quand même incroyable. Ouais. Après, ça fait aussi un peu ma force, c'est que je pense que la clé, et c'est valable pour mon job comme pour les autres jobs, c'est de garder l'enthousiasme en fait. Si tu gardes l'enthousiasme, en fait, c'est très moteur au quotidien. Donc, mais ça peut toucher n'importe qui. L'enthousiasme, voilà, je connais évidemment des tas de gens qui ne sont pas ophtalmologistes vétérinaires, qui sont enthousiasmés par leur job, et c'est formidable. Après, tu as un truc aussi, c'est que je pense que chaque être humain a dans ses capacités de trouver sa zone de génie, quoi, là où il va être passionné et trouver quelque chose qui lui permet de vivre avec passion toute sa vie. Et puis ça, c'est une chance, et en même temps, c'est une chance de tomber. Peut-être que ton père ophtalmo qui t'a peut-être aussi transmis ça derrière, et puis tu as eu l'opportunité d'avoir sur ton parcours des moments où tu as pu profiter de chance, entre guillemets, pour toi, mais ce qui a fait qu'aussi tu as été pris dans ce que tu as fait, c'est ton travail, ta discipline, etc. Donc il y a toujours t'as un peu de part de chance, puis tu as aussi une part aussi quand même de travail, de discipline et de en fait, c'est tout à fait pertinent comme remarque, et rétrospectivement, je me rends compte que les planètes étaient alignées pour moi, parce que même si j'ai eu un faux départ, où comme je t'ai dit, on a commencé par me dire que j'étais nul et que j'arriverais à rien, donc bon, quand tu te construis, quand tu es adolescent, que tu es en terminale, qu'on te raconte un truc pareil, c'était un moment assez dur de ma vie, bien sûr. Quand tu arrives à rebondir, à trouver d'autres voies et arriver finalement dans ce truc-là, le fait que les postes se soient libérés pile au bon moment pour moi, c'était vraiment de la chance. Et après, on va pas se raconter d'histoire, tu l'évoquais tout à l'heure. Alors moi, je me considère pas du tout comme un génie. Tu disais que c'était l'élite de l'élite. Alors c'est ce qu'on nous sert quand on arrive à l'école. Alors pas moi, puisque je suis arrivé en deuxième année, donc ce discours, je l'ai pas eu. Mais quand tu arrives en première année, en tout cas à l'époque, c'était le discours qu'on tenait. Vous êtes l'élite de la nation et tout ça. Bon, t'imagines bien ce que ça peut faire à des gars qui ont 20 ans. Bon. Je pense qu'il y en a qui sont capables de digérer cette information, et il y en a que ça rend complètement stupide, en fait, tu vois. Mais c'est dur. Et après ça, pour devenir ophtalmologiste, il a quand même fallu passer des examens. Il a fallu beaucoup travailler. Et c'était très franchement, j'ai passé des années à travailler l'ophtalmologie, mais jour et nuit, en fait. C'était vacances comprises, où je dormais ophtalmologie, je rêvais ophtalmologie, je passais des vacances ophtalmologie. Je me souviens qu'on faisait de la microscopie électronique à balayage pendant les vacances, tu vois. On avait trouvé un endroit pour faire ça. Bon, c'est hyper stimulant, mais à la fois, c'est énormément de travail. On ne va pas se raconter l'histoire de toute façon. Hein. Donc, chance et travail. Mais je pense que tu peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est comme talent et travail dans le sport. C'est-à-dire que pour être dans les meilleurs du monde, de base, faut que tu aies du talent. Et entre ceux qui ont du talent, celui qui va travailler le plus, qui va être le meilleur. En fait, j'étais assez inspiré par ce qu'on raconte sur Cristiano Ronaldo. Alors, je suis pas du tout fan de foot, c'est pas la question, mais on raconte de ce gars que c'était le premier arrivé à l'entraînement, que c'était le dernier parti de l'entraînement, et que le mec a une discipline de fer. C'était tout à fait mon cas. En fait, il était question de travailler tout le temps, de tout le temps avoir des idées pour produire des articles. Ça, c'est hyper chronophage. Après, voilà, le talent, comme disait Jacques Brel, si le talent sans travail, c'est qu'une mauvaise habitude, en fait. Hein. Donc le boulot, de toute façon, c'est quand même capital, mais tu le dis, pour toi, ça te concerne aussi. Dans toutes les disciplines, tu peux pas avoir de grosses prétentions, en tout cas de gros objectifs plutôt, sans travail. Hein. Faut pas rêver. Hein. Si on revient sur ce que tu as dit tout à l'heure, qui me semble extrêmement intéressant et qui potentiellement peut conditionner ce qui s'est passé après, ce moment où on te dit non mais il faut pas rêver, là le niveau il est... Enfin t'es pas au niveau, tu peux pas intégrer cette prépa là. Tu vas avoir deux types de personnes. Tu vas avoir les personnes qui vont prendre pour content ce qu'on leur dit, dire ok bah t'es nul, bah va voir autre part. Et puis après t'as ceux qui vont
le prendre comme un défi et on me dit ok, tu me dis que je peux pas, tu vas voir, je vais te montrer que je peux. Est-ce que t'es dans la deuxième catégorie ou est-ce qu'il y a encore une autre phase? Est-ce que ça t'a pas fait forcément t'as pas énervé, peut-être que ça t'a dit non, ok, vous me dites ça, moi je vais faire mon chemin et puis on verra où ça me mène. C'était quoi un peu l'état d'esprit Deuxième profil. Ouais, sans discussion possible. Okay. Deuxième profil. En fait, j'étais totalement immature. J'avais 1 an d'avance à l'époque. Mon père était en poste en Polynésie avant la terminale. Donc moi, j'ai fait ma seconde et ma première en Polynésie, où c'était un très bon lycée, mais c'était un peu la belle vie. J'avais des facilités en classe, donc tout allait bien, tu vois. Arrivé en métropole après sa mutation à Bordeaux, j'arrive dans un lycée ultra élitiste, classe de 38 élèves. C'était que des tronches, en fait. Encore une fois, à une époque où tu te construis alors que j'étais immature, ça a été dur pour moi, la transition a été vraiment hard, donc j'avais pas de très bons résultats quand même. Donc quelque part, je peux comprendre qu'on m'ait dit que j'étais bon à rien, mais hyper vexant alors que j'avais toujours eu de très bonnes notes partout, tout le temps, tu vois. Donc c'était un moment vraiment difficile parce que tu sais plus quoi faire en fait de ta peau, quoi. Et à cette époque, mes parents, même si ça n'a pas été très facile pour eux, et puis ça a nourri pas mal de tensions entre nous, ils ont quand même, c'est eux qui s'étaient renseignés pour cette histoire de BTS et de capacité à récupérer le cursus par une autre voie, en fait. Et donc, arrivé là, je me suis dit, ouais, en fait, mon grand, là, c'est la dernière cartouche, quoi. Donc, j'étais aussi vexé par la méthode utilisée par les enseignants en me disant, voilà, dans le blanc des yeux, que j'étais nul. Psychologiquement, je pense que c'est pas l'idéal quand on a des ados sous sa responsabilité, quoi. Donc j'en ai nourri beaucoup de colère et beaucoup de haine. Ouais. Donc j'ai travaillé, je me suis dit là, c'est la dernière cartouche pour y arriver, quoi. Donc en prépa, j'étais une machine de travail, en fait. Je travaillais jour et nuit. En fait, c'est une période de ta vie, la prépa, quelle qu'elle soit, où en fait, je fais le parallèle avec le sport, tu deviens un sportif de haut niveau dans le fait de bachoter, de travailler le plus possible, en fait. J'avais conscientisé à l'époque qu'il fallait tout donner parce que c'était la dernière chance, en fait. C'est ce que j'ai fait et ça m'a souri puisque j'ai intégré vraiment dans les tout meilleurs à l'école, dans le concours veto, j'ai intégré 6e national, donc c'était un bon résultat. Et j'avais vraiment conscience, mais je me suis construit dans la haine, incontestablement. C'était en réaction à ce truc-là, alors que, encore une fois, j'avais toujours été bon. Et en terminale, on m'a dit que j'étais nul. Et je me suis dit, mais en fait, tu vois rien, il faut vraiment que tu montres que c'est mieux que ça, quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé. C'était le début, ça s'est fait par phase, hein, mais c'était vraiment le début de beaucoup d'années de travail. Ouais. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu cette personne, ces personnes qui t'ont pas un peu poussé au début pour les mauvaises raisons, je pense qu'ils l'ont pas fait avec intention, en disant ok, lui, on va lui faire un wake-up call et tu vas voir, il va se dépasser. Si tu penses qu'il n'y avait pas eu ce moment-là, est-ce que tu penses que tu en serais là aujourd'hui ou est-ce que... C'est une très bonne remarque et c'est un gros paradoxe. C'est-à-dire que finalement, je leur dois tout. Ou en tout cas, je leur dois beaucoup. Tu vois, c'est un peu troublant de se dire que finalement, s'il n'y avait pas eu cette attitude, peut-être que j'aurais pas donné autant de... Oui, que j'aurais pas donné mon plein potentiel, tu vois. C'est troublant, hein, quand même. Et la réponse est très clairement oui. Ils ont probablement joué un rôle capital dans ce scénario. Alors, je pense qu'eux ne l'ont pas fait dans cet objectif-là. C'est-à-dire que c'était vraiment, avec le recul, c'était vraiment de mauvaises personnes. Mais finalement, cette attitude qu'ils ont eue avec moi, ça a entraîné un déclic chez moi. Donc finalement, je ne vais pas leur dire merci parce que j'ai encore trop de haine pour eux, mais oui, ils ont joué un rôle, c'est sûr. Ouais, tu sais, on dit souvent qu'on vit dans une époque où tout arrive facilement, qu'on est dans notre confort, etc. Et que le jour où tu as quelque chose de difficile qui arrive, tu ne sauras pas réagir parce que justement, tu es dans une vie qui est tranquille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on incite les gens à s'exposer à des choses qui vont être difficiles, donc comme le sport par exemple, hein, quand tu viens faire du crossfit, tu t'exposes de toi-même à des entraînements qui sont intenses, qui vont être plus ou moins difficiles. Il y en a qui vont faire des bains froids, il y en a qui vont se faire des ultra-trails, il y a énormément de façons différentes et variées de jouer sur ton mental et ton physique et de l'imposer par toi-même, parce que le monde dans lequel on vit nous l'impose beaucoup moins. Alors je parle de nous, dans notre pays, dans notre ville, et dans notre façon de vivre. Il y a d'autres endroits sur la Terre où c'est pas du tout comme ça, où c'est des vies qui sont très très difficiles, mais c'est pas notre cas. Et c'est vrai qu'on a souvent des très bons exemples de gens qui, quand ils sortent de leur confort, ou qui en tout cas vivent des moments difficiles, voilà, t'as vécu dans une favelas et t'as pas été à crever la faim quand t'es petit, mais en tout cas, je pense que c'est tu vois, souvent les sportifs de haut niveau, pour faire le comparaison à ce que tu disais par rapport à Cristiano Ronaldo ou ça, c'est la plupart du temps, ils ont des moments dans leur vie, comme toi t'as vécu,
ou des moments difficiles qui vont faire que ils vont après avoir une espèce de mental à toute épreuve qui vont leur permettre de développer leur plein potentiel. Donc après, la question, c'est est-ce que avec nos enfants, est-ce qu'avec tes enfants, tu essayes aussi peut-être de les mettre à un moment, des fois, dans l'inconfort pour qu'ils ne soient pas trop soft? Est-ce que c'est quelque chose où, à l'inverse, ça te dit, ok, moi, on m'a fait ça, jamais de la vie, mes enfants, ils vivront ce genre d'effort? C'est un peu paradoxal aussi. Ouais. Comment tu gères, toi, avec tes enfants, un peu ce... Super dur comme question. Et en fait, j'ai pas de réponse vraiment argumentée parce que t'es papa comme moi et c'est la gestion de la psychologie des enfants, elle est très difficile. Parce qu'en plus, mes deux enfants ont un profil psychologique qui est totalement différent. Et donc, ma gamine, l'aînée, c'est le portrait craché de sa maman. Elle est hyper disciplinée, elle est très forte en classe, elle a des atouts considérables dans tout ça. Et mon gosse est plutôt comme moi, c'est-à-dire que bon, c'est un bon vivant, voilà, les devoirs et tout, il faut être sur son dos, quoi. Mais à la fois, rétrospectivement, je me rends compte des erreurs que mes parents ont commises à l'époque et j'essaie de pas reproduire ça. Alors, ça fait un peu donneur de leçons de dire ça et je sais très bien en disant ça que les erreurs que je ne commets pas, que mes parents ont commises avec moi, ben, j'en commets d'autres, bien entendu que j'en commets d'autres. Donc, je veux dire, c'est aller un peu de droite et de gauche et essayer de trouver la meilleure stratégie possible, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et en fait, il y a aussi un autre point, c'est que réussir sa profession, réussir dans ce qu'on entreprend, c'est ok, mais la clé, c'est pas vraiment ça. La clé, c'est d'être heureux, en fait. Et est-ce que le bonheur est inféodé uniquement au fait d'avoir une carrière, d'être un caïd dans son domaine? Je ne crois pas, en fait. Tu vois, après 20 ans, ça suffit pas en fait. Donc est-ce que je souhaite impérativement que mes gosses aient une profession super chouette? Bien sûr que fondamentalement, si je raisonne de façon pragmatique, la réponse est oui, c'est très clair. Mais en réalité, les objectifs sont un peu différents. Et ce qui compte, c'est qu'ils soient heureux en fait. Mais là, ça dépend de paramètres que moi, je ne maîtrise pas totalement. Donc moi, ce que je peux leur donner, c'est suffisamment de soutien pour qu'ils performent dans leurs études, parce que malheureusement j'en suis encore là, puisque moi je suis issu de cette éducation où il fallait réussir à l'école, quoi. Donc c'est ce que je transmets à mes enfants, parce que j'estime que c'est quand même un bagage. Si tu as un diplôme, c'est quand même mieux, à mon sens, que si t'en as pas. Mais est-ce que ça suffit pour être heureux? Non, non. Mais si moi je peux leur donner ça, ou en tout cas participer au fait qu'ils l'obtiennent, ben oui, je vais le faire, bien sûr. Tu vois, moi, je suis en train, quand je discute d'éducation des enfants avec d'autres parents ou même avec d'autres qui ne sont pas papa ou maman, souvent ce que je leur dis, moi, mon ressenti, hein, encore une fois sans donner de leçons, c'est que j'estime que moi, mon rôle en tant que père, c'est d'arriver à donner un maximum d'outils à mon fils pour qu'il puisse s'en sortir dans la vie et justement être heureux, tu vois. Après, je pense qu'il y a d'autres définitions, je pense qu'il y a de notre rôle, je pense qu'il y a d'autres façons de faire aussi. Après, comme tu dis, c'est de l'expérimentation et je veux dire, tu sauras que après, tu vois, ouais, ça dépend pas que de toi. C'est expérience avec soit succès, soit échec. Et finalement, il faut apprendre des deux, mais on apprend aussi de ses échecs, forcément. Et puis ça met des années aussi à voir les résultats de ce que tu as fait. Et complètement. Et puis après, comme tu dis, il y a ce que toi, tu mets comme cadre, ce que tu essaies de mettre comme cadre, mais encore une fois, tu commets des erreurs. Après, est-ce que je suis un bon exemple professionnellement pour mes enfants? Je ne suis pas sûr. Parce que je travaille énormément, parce que je suis d'astreinte un week-end sur 2 et que je suis susceptible le dimanche après-midi de les quitter pour aller bosser. Est-ce que c'est un exemple pour eux? Je ne sais pas en fait. Je sais pas. Par contre, ce qui est important pour moi en termes de valeur cardinale à leur transmettre, c'est le goût du travail par contre. On ne va pas se raconter d'histoire. Si tu n'as pas le goût du travail, ce sera plus dur quand même de réussir, quoi. On t'appelle le goût du travail, c'est d'être satisfait du résultat que tu vas avoir quand tu vas travailler. De mettre un peu de rigueur dans ce que tu fais, quoi. Et de te dire, en fait, les devoirs, c'est chiant, mais en fait, on n'a pas le choix, il faut faire ses devoirs. Il y a une mission, il faut la faire. Et une fois que le travail est fait, on peut jouer à Mario Kart ou aller faire du vélo ou quoi. Mais le travail, malgré tout, c'est quand même central. On est très nombreux quand même à passer nos journées au boulot, quoi. Donc ça représente un temps considérable dans nos vies. Donc je veux dire, si tu n'y prends pas plaisir, si tu n'y as pas goût, difficile quand ça même. va être difficile. Ouais. Tu vois, moi, si j'ai un truc à retenir alors il n'y a pas que ça, mais disons que le truc qui résonne le plus sur ce que mon père me disait, tu vois, lui, il est médecin et pédiatre, et en fait, il a toujours voulu être professeur à l'école.
tu vois. Et en fait, sauf que mes grands-parents, mon grand-père était général dans l'armée de l'air, c'est très élitiste, etc. Et leurs enfants, ils avaient le choix d'être médecin ou avocat. À l'ancienne, c'est vraiment le profil, tu vois, quand on dit, on parle des gens à l'ancienne, tu vois, voilà, mon fils, je veux qu'il soit avocat ou médecin, il n'y a pas d'autre choix. Donc il a 4 frères et sœurs, tous avocats ou médecins. Et donc lui, il n'a pas eu le choix non plus. Et il en a toujours voulu à ses parents de ça. Et en fait, aujourd'hui, je pense que tu te parlais tout à l'heure d'erreurs à ne pas reproduire, ou alors tu refais la même inconsciemment ou quoi. Bah lui, il nous a toujours dit, à mes frères et à moi, dans la vie, faites ce que vous aimez. Et c'est vrai que j'ai retenu ça. Moi, j'ai appliqué un peu ce conseil-là, tu vois. Et pareil, à mon fils, je lui dis un peu la même chose. C'est-à-dire que même s'il a que 8 ans, tu vois, il est encore un peu jeune, je pense que d'intégrer cette graine-là au début, parce que c'est ma vision des choses, de dire voilà, faites ce que vous passionnez. Et là où je te rejoins complètement, c'est qu'on va passer la plupart de notre vie à travailler. Et donc, moi, ça me rend triste quand je vois des gens qui sont dans des tafs où bah, j'y vais parce qu'il faut bien que je gagne de l'argent, quoi. Tu vois, et tu parlais tout à l'heure des définition d'être heureux. Je pense que c'est pas que ça, mais c'est quand même une partie, c'est là où tu passes le plus de ton temps. Donc, tu n'es pas passionné par ce que tu fais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment où toi, ce que tu fais, toi, ça te passionne, encore, après 20 ans. Donc, je pense que tu as quand même trouvé un peu tu as réussi à casser un peu le jeu en réussissant ça. Et je pense qu'il y a une chose qu'on doit transmettre aussi à nos enfants. Et c'est pour ça que c'est un très bon exemple pour tes enfants, que toi tu sois passionné par ce que tu fais, tu vois. Oui, après c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est une chance en fait. C'est que moi, je suis un peu une caricature par rapport au métier de vétérinaire, c'est-à-dire que je fais partie de cette catégorie de vétérinaires à qui on demandait, quand on était gosse, qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard, tu sais, de façon un peu stupide d'ailleurs. Et moi, la première réponse que j'ai donnée, alors que j'avais 3 ans, c'était vétérinaire, mais j'aurais pu dire cosmonaute ou pompier, si tu veux. Bien sûr. C'était un côté, il y avait un côté évidemment incroyablement naïf à tout ça. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance parce que beaucoup d'enfants répondent qu'ils veulent faire vétérinaire et peu y parviennent finalement. Et donc moi, j'ai une chance inouïe en fait, parce que malgré l'incident de parcours que j'évoquais, j'ai quand même suivi cette voie. Mais si j'avais échoué, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Je sais pas en fait. Je sais pas. Donc moi, quand je demande à mon gosse aujourd'hui ce qu'il veut faire plus tard, c'est pas aussi clair que la réponse que moi je formulais. Après, je sais pas s'il y a beaucoup d'adolescents qui sont capables de dire à 13 ans, moi je sais, je veux faire ça de façon précise. Ou alors aujourd'hui, tu as toute la branche de gamins qui veulent développer des jeux vidéo. Enfin, tu vois bien ce que je veux dire, ce qui est pas très. Il y a des tas de gens qui font ça très bien et c'est super, mais je veux dire, tu peux pas définir ça comme plan de carrière. Voilà, je pense qu'il faut quelque chose de plus concret, mais encore une fois, on demande en France aux jeunes de décider très tôt. Et tout le monde n'a pas eu la chance que moi j'ai eu de dire moi je vais faire vétérinaire. Bon, c'est ok, mais je veux dire, pour beaucoup ça suffira pas, quoi. Non, je suis d'accord. Mais après, c'est ce qui va faire la différence. C'est est-ce que tes parents t'ont impliqué le goût du travail, de la discipline. Est-ce que à un moment tu vas être capable, ou on va te l'imposer, cette capacité à se dépasser et à se dire non, bah, je vais tous vous montrer que en fait je suis capable de le faire. Et c'est un peu déclencher le niveau supérieur, quoi. Et ça pensait un peu à Sangoku qui on lui tue un pote, il se transforme, il passe au niveau supérieur en super guerrier. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si on ne l'avait pas tué son pote, est-ce qu'il serait passé au niveau supérieur? Ça on ne sait pas. Ouais, après c'est de la psychologie et j'avoue que, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est très clairement dans l'opposition que je me suis construit, ce qui est ambivalent quand même comme discours. Mais après, c'est probablement pas le cas de tout le monde et on peut souhaiter que ce soit pas le cas de tout le monde. Normalement, on doit pouvoir donner son plein potentiel lorsqu'on est accompagné, lorsqu'on a son mentor. Moi, mon prof d'ophtalmo, là pour le coup, je me suis pas construit en opposition. Il a été stimulant, il a été positif avec moi du début à la fin en fait. Donc, après, c'est intéressant de se poser la question par rapport au sport aussi, hein, parce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que ça nécessite, pour être le meilleur dans son domaine, est-ce que ça nécessite pas d'avoir un truc qui te fait un wake-up call comme ça? Ce serait un peu triste que ça soit la vérité, on le saura pas parce qu'on peut pas savoir. Dans le sport, on entend quand même des tas de témoignages dans des tas de disciplines où en fait c'est vraiment des gens qui sont élevés à la dure entre guillemets, où en fait il faut faire plus de longueur. Si tu fais de la natation, il faut faire plus de longueur que le copain. Michael Phelps, il en parle très bien. Simone Biles pour la gymnastique, elle en parle très bien. En fait, c'est quand même des gens qui se construisent dans la douleur et j'avoue que le jusqu'au boutisme, le fait notamment dans les performances physiques, le fait d'être toujours le meilleur et tout ça, ça implique d'être un sauvage de l'entraînement et de se construire dans la douleur, je pense. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais pour le CrossFit, à mon avis, ça doit être à peu près la même chose.
voilà, le gars qui va arriver ou la fille qui va arriver plus tôt que les autres, qui va faire 10 reps de plus que les autres, je pense que c'est comme ça que les gens deviennent meilleurs, quoi. Ouais, il y a il y a beaucoup de facteurs dans la performance sportive qui peut être aussi relayé dans l'excellence dans son travail, mais effectivement, tu as un des facteurs principaux, c'est le travail, et tu sais que si ce facteur-là, il n'y est pas, c'est fini. Donc je pense que c'est une valeur centrale, je pense, qui est très importante. Après pour parler de toi, tu me parlais d'un moment d'un truc qui m'a fait rigoler, et je ne sais plus exactement dans quel terme tu me l'avais dit, mais tu sais, tu me parlais de cette dame qui était venue de très loin pour pouvoir se faire, enfin pas se faire, mais amener son animal, c'était un petit chien, de très loin pour pouvoir se faire opérer des yeux. Si tu peux me raconter un peu cette anecdote-là et pourquoi cette dame est venue chez toi Alors en fait, il y a deux biais à cette histoire, et pour reprendre l'histoire, c'est une dame qui vit en Ukraine et qui avait amené son chien pour qu'on fasse une chirurgie du glaucome. Et en fait, il y a plusieurs biais. Le principal, c'est qu'elle avait contacté quand même une boîte en Angleterre avant nous. Et il y a une quarantaine quand tu arrives en Angleterre depuis l'Ukraine, à l'époque en tout cas, c'était le cas. Donc elle n'avait pas voulu accepter la quarantaine, donc elle s'était rabattue sur la France. Et le deuxième biais, c'est que à l'époque, je travaillais avec un gars qui s'appelle Pierre-François Isard, qui était un pionnier de l'ophtalmologie vétérinaire. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi, qui est à la retraite désormais. Mais voilà, lui, il a développé des tas de trucs dans le domaine de l'ophtalmologie vétérinaire. Et c'était pas que pour moi que cette personne venait, c'était pour la structure. Donc il y en a autant pour lui que pour moi. Donc en fait, l'ophtalmologie vétérinaire, c'est quand même un petit monde. Donc ça attire beaucoup moins de vétérinaires que la chirurgie, par exemple, ou la médecine interne. Donc on est moins nombreux. Et je trouve qu'à une certaine époque, encore récente, c'était plus facile de performer et d'être connu, en fait. Plus difficile de sortir du lot quand on est très nombreux que quand on n'est pas très nombreux, quoi. Et moi j'avais la chance encore une fois de travailler avec ce gars qui était un gars qui avait beaucoup d'idées, en fait, ça fourmillait, et donc on avait réussi à mettre en place des tas de trucs, et notamment cette technique qui était assez moderne à l'époque et dont cette personne avait entendu parler, quoi. Donc elle s'était renseignée, et voilà, en fait on a la chance, enfin c'est pas la chance là pour le coup, c'est vraiment beaucoup de travail, mais on a écrit beaucoup d'articles scientifiques dans des revues internationales, et notamment des revues américaines, une revue américaine qui est spécifiquement dédiée à l'ophtalmologie vétérinaire. Et en fait on a écrit beaucoup d'articles dans cette revue, et donc quand les gens recherchent un petit peu, notre nom peut ressortir assez bien sur ces supports-là. C'est des supports scientifiques qui sont vraiment très techniques et très pointus, et c'est une partie du job où on a vraiment excellé pendant 15 ans, quoi. Okay. En fait, il fallait produire de la science au sens noble, presque noble du terme. Et c'est un truc que j'ai toujours su faire. Alors là non plus, j'ai pas d'explication. C'est un truc que j'ai, qui me rend très fier d'ailleurs, d'être capable de structurer une étude clinique à peu près correcte. Alors j'ai publié des merdes, hein, quand même. Mais dans l'ensemble, il y a des articles qui sont bien faits. J'ai un peu la vista pour ça. Oui. Oui, donc puis, ça participe aussi au fait que tu sois connu, en fait. C'est ça. Parce que forcément, si tu mets en avant tes travaux et que ça sert à d'autres, Exactement. C'est ça. En fait, c'est pas tout de faire du bon travail, et si tu as la capacité de montrer que tu fais du bon travail, ben, c'est beaucoup mieux en termes d'image, bien entendu. Ça, tu es obligé de le faire ou pas quand Ah oui. Ouais. En fait, quand tu es spécialiste, quelle que soit la discipline, tu es obligé de produire des articles scientifiques. Alors après, il y a des tas de supports, il y a des tas de cotations, mais tu es obligé de faire des trucs comme ça. Oui. Et donc nous, on avait opté pour le truc le plus dur, hein, c'est les articles dans cette revue. Et pour écrire un article, il faut en moyenne entre 1 et 2 ans. Tu vois. Entre le moment où tu commences à expérimenter. C'est ça, à mettre en place le protocole expérimental et à avoir le papier, le mail qui te dit votre article a été accepté, il faut en moyenne entre 1 et 2 ans. Et ça, on avait vraiment la méthode pour faire ça, ça a bien marché pour nous. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du lien qu'il y a entre le sport et ta pratique? On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Et si toi, tu fais un lien justement évident entre les deux En fait, il y en a plusieurs, mais le plus évident, à mon sens, c'est le caractère répétitif et un peu la routine. C'est-à-dire que dans le cadre de notre pratique, en fait, on a souvent, on l'évoquait tout à l'heure, des indications chirurgicales qui sont assez semblables. Dans les chirurgies qu'on pratique le plus, il y a des chirurgies de greffe, donc greffe de cornée ou greffe de conjonctive. Et c'est des trucs qu'on fait très régulièrement. Et encore une fois, le fait de la faire, de la refaire, de la répéter encore, ça te donne un niveau d'expertise sans égal, en fait.
Si je revoyais aujourd'hui la première greffe que j'ai faite, mais ce serait dégueulasse en fait. Et aujourd'hui, par contre, je suis vraiment très performant dans ce type de chirurgie parce qu'on la répète et qu'on la répète encore. Et c'est la même chose sur le snatch. Si je revoyais mon premier snatch, voilà, il serait dégueulasse. Alors je suis pas sûr que mon dernier snatch serait bien meilleur. Un peu mieux, je pense quand Il même. serait un petit peu mieux, mais voilà, le snatch c'est un mauvais exemple, je le reconnais. Mais voilà, pour d'autres mouvements, c'est le faire et le refaire encore qui te donne un peu de confort. En fait, la routine pour ce qui concerne le cadre de la chirurgie, je pense que c'est un gage de sécurité en fait. C'est-à-dire que tu vois de nombreux cas, ils sont pas tous semblables, mais voilà, presque quand même. Pour ceux qui sortent un peu de l'ordinaire, eh bien, tu apprends à t'adapter, mais la technique elle-même, tu la maîtrises le mieux possible. Donc ça te donne aussi la possibilité, dans des cas qui sortent de l'ordinaire, qui sont vraiment différents, de pouvoir t'adapter aussi pendant la chirurgie. Donc ça, c'est un atout considérable en fait. Mais là encore, c'est l'expérience qui parle. Je veux dire, quand tu es à l'école veto, quand tu apprends l'ophtalmologie, quand tu lis les livres, bah, c'est le moment de ta vie où tu connais le mieux la théorie, mais finalement, on n'opère pas des livres en fait, on opère des yeux. Donc quand tu passes sous le microscope opératoire, ben, là, c'est là que tu te rends compte que c'est pas aussi simple que de lire le chapitre de la chirurgie correspondante, quoi. Donc ta première chirurgie, tu n'es pas à l'aise, tu te demandes si tu fais bien, voilà, tu commets des erreurs, et à mesure que le temps passe, et après 20 ans d'expérience, ben, une greffe conjonctivale, évidemment que ça ne me fait pas stresser de faire une greffe conjonctivale et que je vais la faire mieux que personne. Et dans le cadre du sport, eh bien, quand on voit les athlètes évoluer avec nous, donc moi je fais partie un peu du ventre mou de la boxe, hein, mais quand on voit les gens qui font vraiment du crossfit à un bon niveau, ben, on voit que en fait, les mouvements, ils les répètent encore, et c'est ce qui leur donne, de l'assurance, quoi. Au niveau, alors je le place plus sur un aspect mental, mais en termes de concentration, parce que quand même t'opères quelque chose, je pense, de méga sensible, avec un scalpel où la moindre erreur elle est proscrite forcément. Oui. J'imagine que la répétition du geste fait aussi que tu as un geste plus sûr, mais je pense que peut-être comme n'importe qui, tu es soumis aussi à tes émotions, à ce qui s'est passé dans la journée, à la fatigue. Comment tu gères ça et comment ça se passe quand tu es dans une opération aussi sensible? Alors là, en fait, c'est variable, je pense, d'un chirurgien à l'autre. Et je ne vois pas trop de lien avec le sport. Le seul lien que je verrais avec le sport dans ce contexte, c'est la respiration. C'est-à-dire que pour la chirurgie oculaire, comme on travaille avec un microscope opératoire, en fait, ça magnifie le mouvement. C'est-à-dire que comme le champ est grossi, si tu bouges ta main ou tes doigts de quelques dixièmes de millimètre, ben, le mouvement va être amplifié en fait. Donc il faut contrôler sa respiration. Dans le cas du sport, ben, quand tu fais des double under, il faut que tu maîtrises ta respiration, sinon au bout de 30 reps, tu vas être cuit. Donc c'est le seul lien que je verrai entre les deux, parce que pour ce qui concerne la chirurgie, là pour le coup c'est vraiment mon métier, donc je ne peux pas dire que le sport m'a inspiré par rapport à ma pratique chirurgicale, puisque j'étais déjà chirurgien avant de commencer le sport. Et ça passe donc par un contrôle presque conscient, pas presque, un contrôle conscient de la respiration, et ça relève même parfois de la méditation. C'est ce que je dis quand je donne des cours pour l'introduction à la chirurgie oculaire. En fait, ça peut s'apparenter dans une certaine mesure à de la méditation, donc il faut arriver à découpler pas mal de choses en fait. Donc notamment cette histoire du fait de regarder dans un microscope, tu ne vois pas tes mains en fait, hein, tu vois juste les instruments, le moindre mouvement est amplifié. Et il faut arriver aussi à découpler psychologiquement l'enjeu. C'est-à-dire que si tu te concentres sur le fait que tu opères un œil, ben, pour la majorité d'entre nous, on va faire de la merde en fait. Donc il faut se concentrer juste sur la mission mécanique. Et ce que j'ai tendance à dire, à expliquer, c'est que en fait, mécaniquement, ce qu'on fait, c'est pas très difficile en fait. Il faut simplement éviter de mettre trop d'intention dans tout ça et d'avoir conscience que c'est un œil qu'on opère, qu'un œil ça voit, que derrière cet œil il y a un patient qui est endormi, dont tu as la responsabilité. Si tu fais ça, en fait, tu es beaucoup plus susceptible de trembler et de te crisper en fait. Donc il faut arriver à te dire, non, en fait, la mission, c'est pas ça. La mission, c'est de faire passer un bout de métal, donc l'aiguille par exemple, dans une cornée qui fait 0,6 mm d'épaisseur. Et ça, avec de l'entraînement, ben, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont capables de faire ça en fait. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est la chirurgie oculaire, sauf cas particulier, c'est de la mécanique pure en fait. Donc c'est pas du bricolage, mais quelque part, si c'est presque du bricolage miniaturisé. Donc du bricolage, en fait, c'est pas grand chose à faire. Si tu as quelqu'un qui t'explique, si tu as un manuel, si tu t'entraînes, bon, n'importe qui est capable de poser un radiateur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de suturer une cornée. Après,
on bénéficie, parce qu'il s'agit bien de ça, d'une certaine forme d'aura, parce que c'est un œil, parce que c'est un animal, mais en réalité, je vois pas ça comme ça quand j'opère, parce que sinon tu es paralysé par l'enjeu. Donc je vois ça comme une mission, un peu comme quand on était bébé et qu'on mettait des ronds dans des ronds et des carrés dans des carrés, quoi. C'est pas plus difficile que ça. L'exemple que je prends, qui est un peu prétentieux, mais je vais le prendre quand même, c'est Thomas Pesquet dans l'espace. Bon, ce qu'il fait, en fait, mécaniquement, c'est pas grand-chose, hein. Et par contre, ce qui est rattaché autour, c'est le fait qu'il le fait en orbite au-dessus de la Terre. Il y a peut-être 20 personnes dans l'histoire de l'humanité, ou un peu plus que ça, peut-être 100 personnes dans l'histoire de l'humanité qui ont fait ça. Ça se fait dans un contexte qui est à couper le souffle. Il y a un danger particulier, il y a du matériel qui est extrêmement coûteux. Voilà, il y a tout un tas l'environnement qui est rattaché à cette mission physique, il est incomparablement plus fantasmagorique et plus complexe que le mien, bien entendu, ou que celui de quelqu'un qui pose un radiateur. Pour autant, bon, il ne pose pas des radiateurs dans l'espace, mais sa mission strictement mécanique, bah, il met des ronds dans des ronds et il met des carrés dans des carrés. S'il le faisait sur Terre, dans un environnement où il n'y a pas tout ça autour, tout le monde s'en foutrait en fait. Tu vois. Et après, il y a une part de com dans tout ça et je le comprends très bien. Et encore une fois, je caricature en disant ça, donc je ne veux pas minimiser ce qu'il fait, c'est pas la question. Néanmoins, si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, sur les missions qui sont les siennes, si on soustrait le contexte qui est vraiment à couper le souffle, bien entendu, et pour lequel j'ai même pas de mots, puisque je sais même pas trop ce qu'il faut dans l'espace, mais on peut s'imaginer que voilà, si un être humain est capable de le faire, si Thomas Pesquet est capable de le faire, mais je suis sûr qu'il y a des tas d'autres personnes qui sont capables de le faire en fait. Et pour ce qui concerne notre pratique, c'est pire encore. Je pense qu'il y a des tas de gens qui se disent non, mais moi je serais incapable de faire ça. En réalité, avec les bonnes méthodes, avec la bonne posture mentale, tout le monde est capable de faire ça en fait. Tout le monde est capable de faire ça. Parce qu'on voit de temps en temps, je vois passer des petites photos de ce que tu fais, etc. Où tu vois que tu découpes un bout de la cornée ou de l'œil, que tu vas l'enlever, que tu vas peut-être nettoyer, ou tu vas peut-être enlever le problème qu'il y a, et puis après tu vas recoudre. C'est à peu près ça ce que tu fais. Oui, en fait, c'est mécanique. En fait, c'est uniquement mécanique. Je veux dire, on n'envoie pas des vaisseaux dans l'espace, quoi. Donc, en fait, je peux pas banaliser ça parce que je suis quand même très fier de ce que je fais et voilà, c'est super. Mais en fait, en France, on a tendance à rattacher quelque chose de très spécial à la chirurgie et probablement à la chirurgie oculaire aussi. Alors que si on arrive à soustraire la charge un peu culturelle de tout ça. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Après, voilà, il y a la vue du sang, ça pour le coup, il faut l'accepter. Encore que la chirurgie oculaire, elle saigne rarement. Ça, je peux comprendre que ce soit un obstacle, mais pour autant, voilà, c'est très accessible. C'est très accessible. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit hein, quand on fait de l'enseignement, quand on donne des cours de chirurgie. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables, dès le début, de faire des trucs super chouettes, quoi. Ok. Après, le problème. Il faut accepter le fait que c'est miniaturisé, qu'on travaille avec des instruments qui sont extrêmement petits et voilà, ça demande un peu d'entraînement, bien entendu. Mais encore une fois, quand on prend le travail d'un vétérinaire généraliste qui fait des stérilisations sur des chattes toute la journée ou une bonne partie de la journée, bah, le concept, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on ouvre un abdomen, on sort des organes. Voilà, il n'y a rien d'anodin à tout ça, en fait. Donc, moi, je ne ressens pas plus de fierté à opérer une cornée que ne devrait ressentir de la fierté un vétérinaire qui fait une ovariectomie chez une minette, quoi. Tu vois, en fait, le concept d'enlever 2 ovaires, alors aujourd'hui, ça paraît totalement banal parce qu'il y a énormément de vétérinaires qui font ça et que chacun sait que s'il a une minette, il faut l'emmener se faire stériliser. C'est tombé un peu dans quelque chose de commun, mais en réalité, c'est totalement hors du commun. Si on se représente ça chez un être humain, chez une femme, bon, c'est quand même quelque chose d'enlever des ovaires, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on rajoute beaucoup de psychologie autour de tout ça, mais nous les premiers, en fait, quand on débute, on se dit bon sang, c'est un œil que je suis en train d'opérer, c'est pas une paire d'ovaires, alors qu'en réalité, c'est pas, tu vois, la mission, je reviens au rond dans un rond et au carré dans un carré, c'est la même en fait. Ouais, je comprends. À quelques détails près, mais après voilà, tu as des aptitudes pour ça ou pas, et bon, il y a des gens qui tremblent plus facilement. Il y a des gens qui ont une coordination motrice qui n'est pas très adaptée à tout ça, mais de la même façon que si tu me regardes faire un overhead squat aujourd'hui, bah, je vais être dégueulasse en fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y en a qui vont avoir ça, qui vont faire ça de façon plus naturelle. Bien sûr, et encore une fois, le travail et puis le fait de découpler aussi. Ça compte vachement. Donc le parallèle avec le sport, c'est ça, c'est la répétition, respiration. Et après la discipline, ouais, la discipline, c'est peut-être un peu les mêmes ressorts psychologiques sur le fait que ce qui te conduit à aller au sport alors que tu as une journée difficile, que tu es un peu fatigué, c'est de se dire bon, c'est ok, je vais quand même y aller.
De la même façon que si tu as 3 chirurgies dans la matinée qui sont difficiles et que tu as une urgence qui arrive, tu peux pas dire aux gens je suis fatigué, je vais pas l'opérer. En fait, s'il y a une indication, en fait, il faut que tu sois pro et que tu dises oui, je vais l'opérer, je vais faire le mieux possible en fait. Donc après, c'est une posture mentale, mais encore une fois, quand les gens nous amènent leur animal et que par la force des choses, ça devient notre patient, en fait, tu fais abstraction de tas de trucs. C'est-à-dire que c'est ton job, les gens te font confiance. Ils payent pour ça aussi, puisqu'on n'a pas parlé d'argent, mais c'est quand même sous-tendu par un service. Il y a un service qui est rendu. Donc, il ne s'agit pas du tout de le bâcler. Il faut se concentrer pour faire le job le mieux possible. Et ça, mine de rien, c'est quand même assez facile parce que il faut avoir conscience que les gens comptent sur toi, qu'ils sont venus, qu'ils te confient leur animal, ce qui n'est pas drôle, on l'évoquait tout à l'heure. Donc, il faut se retrousser les manches et faire le job le mieux possible. Aujourd'hui, il y a, je pense, des millions d'animaux de compagnie. Donc je pense que c'est un gros marché. Le but, c'est pas de parler de business, mais il y a beaucoup de demandes, je pense. Est-ce que toi, tu peux contenter tout le monde avec ce qu'il y a, ou est-ce que tu es surbooké de gens qui vous demandent comment ça se passe un petit peu, parce que je me rends pas compte un peu du Alors volume. en fait, nous on a la chance d'avoir un service qui est reconnu nationalement, voire internationalement, toute proportion gardée bien entendu. Mais paradoxalement, on n'a pas un carnet de rendez-vous plein à 3 mois, parce qu'on travaille beaucoup dans l'urgence. Okay. En fait, il y a beaucoup de situations où les vétérinaires t'appellent en te disant voilà Thomas, j'ai un ulcère de la cornée, ça répond pas au traitement, il faut que tu fasses quelque chose. Donc là, tu peux pas dire je vous verrai dans 3 semaines, c'est pas possible en fait. Donc on a une grosse partie de notre job qui peut se faire au jour le jour en fait. Okay. Après, il y a des chirurgies qui sont programmées, comme des chirurgies de la cataracte par exemple, où là, tu vois le patient une première fois, tu fais le diagnostic de cataracte, tu l'opères jamais le jour même en fait. Donc là, on planifie la chirurgie, on met en place un traitement préparatoire, ça se fait selon un cadre particulier. Et là, c'est très variable. Il y a des saisons où on a peut-être 3 semaines d'attente pour pouvoir opérer la cataracte et d'autres où c'est plus rapide. C'est variable en fait. Ok. Mais par contre, contenter tout le monde, oui, sans aucun doute. Après, il y a quand même un autre facteur à prendre en compte, c'est le coût, encore une fois. C'est-à-dire que un vétérinaire ophtalmologiste dans un bassin qui est plutôt bourgeois, comme à Annecy, près de la Suisse et tout ça, il y a une clientèle pour ça, donc c'était un choix pertinent de travailler ici. Un vétérinaire ophtalmologiste en Creuse, il va pas opérer des cataractes tous les jours, quoi. Donc là encore, il y a une stratégie, même si c'est un mot qui est un peu ambigu quand on parle de soins vétérinaires, mais voilà, quelqu'un comme moi ne pourrait pas travailler dans des départements peu peuplés ou avec des moyens faibles. Parce que justement, c'est un sujet intéressant. Nous, en France, on a la chance d'avoir la sécurité sociale qui nous permet de rembourser en partie ou complètement des soins quand c'est médicaux, il y a encore esthétique, ça peut le faire aussi, mais pour les animaux, c'est différent. C'est différent. Alors il y a des assurances, mais il y a beaucoup d'animaux qui ne sont pas assurés et c'est les gens qui payent en fait. Donc là, c'est un biais et j'avoue que j'ai mis longtemps avant d'accepter cette situation en fait, où on a un rapport d'argent avec les familles, en fait, ce qui n'est pas le cas quand tu es un être humain. Et ça fait qu'il y a des situations où les gens te disent en fait non, je ne peux pas faire opérer mon animal, ça coûte trop cher, quoi. Et là, j'ai mis du temps à accepter le fait que voilà, c'est ok, on ne l'opère pas et voilà, quoi. Mais c'est difficile à gérer parce que quand, comme moi, tu fais vétérinaire parce que tu avais la vision un peu naïve de je veux soigner des animaux, tu te dis est-ce que c'est acceptable éthiquement de regarder les gens dans les yeux et de leur dire vous n'avez pas les moyens, je ne peux pas opérer votre animal, quoi. C'est dur. Après, quand il y a un problème de coût comme ça, ce qui doit dominer, c'est le fait que l'affection dont il est question ne soit pas douloureuse, ou bien que, quels que soient les moyens des gens, tu puisses mettre en place un traitement qui fasse que le patient ne souffre pas. C'est ce qu'on fait. Donc c'est comme ça que j'accorde mon cerveau par rapport à cette problématique. C'est que si les gens n'ont pas les moyens de faire opérer la cataracte chez leur chien, tant qu'ils ne souffrent pas, je suis OK avec ça. Après, on peut voir le problème à l'inverse, c'est que la machine qui permet d'opérer la cataracte, c'est une machine qui coûte très cher. Les compétences qui sont nécessaires pour opérer ça, ça demande du temps. Moi, ça m'a demandé de l'argent aussi. Quand j'étais chargé de consultation, on l'évoquait tout à l'heure, moi, j'étais même pas payé au SMIC, quoi. Donc, je veux dire, pendant ces années où j'ai développé un bagage de compétences et tout ça, moi-même, je gagnais très mal ma vie, en fait. Tu vois. Donc,
Aujourd'hui, alors il y a des situations qui t'émeuvent, il y a des gens qui t'émeuvent, des animaux qui t'émeuvent et où tu dis bon voilà, on va s'arranger et c'est ok. Et puis quand tu passes tes semaines à bosser, que tu passes tes week-ends à opérer, tout ça, au bout d'un moment tu te dis ouais mais en fait non, il faut que je change mon mindset parce que je peux plus comme ça quoi. Et j'avoue que ces dernières années c'était un peu ça. Sur le fait de travailler, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi dans l'année, sur le nombre de semaines dans l'année, je suis d'astreinte un week-end sur 2. Donc c'est énorme en fait. Parce que je suis dérangé tous les week-ends où je suis d'astreinte et ça fait beaucoup quand on se projette dans ce contexte, quoi. Donc encore une fois, faire des prix, en plus de ça, la société évolue de telle sorte que il y a des gens aussi qui sont impérieux, qui sont pas respectueux et tout ça, où tu te dis en fait t'es pas respectueux avec moi, donc si t'as pas l'argent pour faire opérer ton animal, je vais pas l'opérer en fait. Après c'est pas si fréquent que ça, mais on voit quand même de plus en plus de comportements des gens qui sont pas civiques, quoi. Ça, c'est un sujet aussi. Après, tu vois, quand tu vas aux États-Unis ou dans des pays où c'est pas comme la France, où l'assurance maladie, il n'y en a pas et que tu es obligé de payer tes soins, là, c'est sur les êtres humains. Ils se posent pas la question, bien sûr. Alors, je dis pas que un animal est moins important qu'un être humain, même si. En fait, par la force des choses, c'est le cas. On peut le dire. C'est pas un gros mot de le dire. Non, en fait, bien sûr. moi, je suis hyper impliqué dans le bien-être animal. Je le disais, c'est la priorité absolue, c'est que le patient ne souffre pas. Mais j'ai parfaitement conscience que la vie humaine elle est plus importante que la vie d'un animal de compagnie. On peut pas tout mélanger. Et c'est d'ailleurs un problème, c'est que quand on dit, moi, il m'est arrivé de dire aux gens, écoutez, je peux pas opérer votre animal parce que vous n'avez pas d'argent. Et les gens me renvoient l'argument suivant. Ils me disent, mais monsieur, vous n'aimez pas les animaux alors? Et je leur dis, mais attendez, quand un dentiste passe devant un SDF, il va s'arrêter en lui disant, mais écoutez monsieur, vous êtes bien sympathique, je vais vous faire des soins dentaires. Ça se passe pas comme ça en fait. Et pourtant, on peut pas accuser ce dentiste de pas aimer les gens. On peut pas tout mélanger en fait. Et si je commence à transiger par rapport à ça, c'est ok, je vais le faire une fois, je vais le faire 2 fois, je vais le faire 5 fois et je vais y passer mes journées en fait. Bénévole. Donc c'est pas possible. Donc voilà, la problématique, c'est de s'accorder avec cette notion que eh bien malheureusement il y a un rapport d'argent. Je trouve pas que ce soit un gros mot parce que voilà, c'est ok de pouvoir vivre de son métier et Dieu sait que je le fais avec passion et c'est ce que je dois aux gens, de le faire le mieux possible, de le faire avec passion, voilà, de développer une expertise la meilleure possible. Mais à l'inverse, ça a un coût et je trouve pas ça offensant en fait que ce soit rattaché à une facture en fait. Non, je pense qu'il y a deux sujets. Le premier, c'est que quand tu achètes un animal de compagnie, parce que tu l'achètes. On peut l'adopter aussi sans l'acheter. Pardon, ouais, c'est vrai. Donc quand tu adoptes, quand tu achètes un animal de compagnie, c'est comme quand tu fais un enfant, c'est-à-dire que en fait tu vois tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui se passe bien, mais il faut aussi être conscient que quand tu as un gamin, tu vas passer des nuits de merde, qu'il va falloir s'en occuper, qu'il va falloir l'éduquer, qu'il va falloir prendre soin, donner de l'amour, c'est comme un animal. Et donc au final, généralement, les gens ont du mal à se voir dans les moments qui sont difficiles. Bien sûr. Et ça c'est la première chose. Je pense que les gens, il faut qu'ils soient aussi conscients que si, attention, votre animal de compagnie, il va avoir des problèmes à un moment donné, il va falloir être prêt aussi à s'en occuper, parce que la responsabilité, c'est peut-être économiser de l'argent sur un compte spécial comme tu fais pour ton gamin en fait. C'est-à-dire tu mets 50 € tous les mois, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que aussi inconsciemment, quand tu vas aller chez le médecin, ou chez le vétérinaire en l'occurrence, il y a aussi un biais un peu psychologique où tu l'emmènes pour ses yeux, on te dit qu'il va devenir aveugle si on ne l'opère pas, puis tu n'as pas les sous pour le faire, en fait tu t'en veux presque à toi-même et tu le reportes sur la personne qui dit non en fait. Et donc tu vas lui dire des choses qui ne sont pas vraies parce que tu te sens mal et que tu ne te sens pas bien et que tu n'es pas capable toi d'assurer pour ton animal. Après je peux quand même comprendre ça puisque si on revient à ce qu'on disait au début, il y a une certaine forme, un état pas de faiblesse, mais quand on va chez le vétérinaire ou chez le médecin, on n'est pas au top en fait. Il s'agit vraiment d'une situation où c'est pas confortable et où je peux tout à fait comprendre certaines réactions en fait, mais à l'inverse, c'est à nous aussi de twister un petit peu et de leur expliquer aussi notre position. Mais encore une fois, il y a des situations où les gens se braquent, où les gens sont peu respectueux, auquel cas moi je veux pas faire d'efforts parce qu'il en va aussi de ma pratique, il en va de mes dimanches, de mes nuits. Et il y a des situations où tu as une retraitée ou un retraité qui est veuve ou qui est tout seul, qui a juste son animal de compagnie et pour qui, pour cette personne, l'animal de compagnie, c'est vraiment central. Et là, c'est complètement antagoniste par rapport à ce pourquoi tu as fait ce travail. Et du coup, tu peux transiger, tu peux dire aux gens, la personne, si la personne t'émeut, c'est à toi
moi j'ai la chance d'être mon propre patron, donc je peux très bien décider de faire la chirurgie moins chère ou de s'accorder pour des règlements différés, pour tout un tas de trucs pour faciliter la réalisation de la chirurgie. Mais il ne faut pas m'agresser en fait, c'est clair. Si on m'agresse et qu'on ne me respecte pas, ben voilà, je suis un être humain moi aussi, j'ai mes faiblesses et je peux pas accepter ça. Et par contre, quand la situation t'émeut, ben, libre à toi de dire, ben, ouais c'est ok, je vais le faire en fait, je vais le faire parce que votre situation m'émeut en fait. C'est pas un aveu de faiblesse d'être capable de dire ça, c'est le fait de se dire bah ouais en fait je peux me regarder dans la glace et finalement bah, c'est ok, je peux faire ça, si je peux le faire je vais le faire. Ouais. Je voudrais qu'on parle encore de deux sujets. Il y en a un j'ai vraiment envie que tu t'exprimes dessus parce que je pense que c'est important. On parlait l'autre fois du Covid et de ce qui s'est passé pendant le Covid, du fait que les gens il y a eu beaucoup d'adoptions à la SPA des animaux. Oui. Et après, il s'est passé d'autres choses derrière. Est-ce que tu pourrais nous faire toi, de ton point de vue, t'es vraiment dedans à 100% en tant que vétérinaire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant le Covid et ce qui s'est passé après? Oui, alors en fait, au début du Covid, moi j'étais comme tout le monde, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer et je ne savais pas si mon activité allait se pérenniser et comment les choses allaient tourner. Et de façon, en réfléchissant, je pense que j'aurais pu prévoir un petit peu tout ça, mais en fait les gens se sont concentrés, se sont vraiment regroupés autour de l'animal de compagnie, quoi. C'est-à-dire que les gens n'avaient plus le droit de sortir, il n'y avait plus de lien social. Et parmi les autorisations de sortie, il y avait le fait de sortir son animal de compagnie. Donc les gens se sont dit, bah ouais, c'est super chouette en fait d'avoir un animal de compagnie. Donc il y avait déjà tous les gens qui en avaient déjà un et qui ont pu jouir de cette situation en se disant, bah ouais, moi j'ai mon chien, il mérite quand même que je le sorte. Et donc voilà, ils continuaient de sortir leur animal. Continuer de sortir l'animal, ça implique de continuer d'avoir des traumatismes, des choses comme ça. Donc on a continué à travailler finalement pendant le Covid. On a presque un regain d'activité parce que les gens se sont précipités sur l'achat de croquettes. Alors moi je ne vends pas de croquettes, mais dans l'ensemble des vétérinaires, ils n'ont jamais vendu autant de croquettes sur une si courte période parce que les gens faisaient des réserves. Donc c'était un peu comme le PQ dans les supermarchés, quoi. Après, il y a toute une catégorie de gens probablement un peu moins fréquentables qui se sont dit, bon c'est ok, parmi les autorisations, il y a le don du sang, donc je vais aller donner mon sang, ce qui n'a aucun sens, et le fait de promener son chien. Donc je vais aller à la SPA adopter un chien, ce qui en soi est super. Donc les gens ont adopté des chiens, ils ont sorti les chiens pendant le Covid, pendant toute la période du confinement. À la fin de ce confinement, ils se sont dit, bon ben finalement le chien j'en ai plus trop besoin. Donc il y en a une grande partie qui ont abandonné à nouveau le chien ou le chat. T'imagines un peu l'humanité de ces gens-là, quoi. Donc par contre, voilà, après cette histoire de Covid, il y a quand même eu, d'un point de vue social, une certaine forme d'isolation des gens. En fait, même la société, plus généralement, indépendamment du Covid, elle évolue quand même vers le fait que les gens se sentent quand même de plus en plus seuls. Malgré l'avènement des réseaux sociaux et tout ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent seules, en fait. Et pour compenser ça, psychologiquement, chez l'être humain, il y a un phénomène très simple, c'est d'avoir un animal de compagnie. Donc, paradoxalement, pour nous, cette histoire d'évolution des mœurs et de la place grandissante de l'animal de compagnie dans la cellule familiale, eh bien, on a de plus en plus de travail, en fait. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, le statut de l'animal de compagnie a changé d'un point de vue légal. Hein, c'est plus considéré comme un objet, c'est considéré comme un être sensible. Voilà, il y a tout un tas de facteurs. On voit aujourd'hui des pages Instagram sur le bulldog français de machin, le chat d'une telle ou d'un tel. Donc voilà, c'est symptomatique de la place grandissante de l'animal de compagnie dans la société. Et ça, ça se fait évidemment en rapport avec le vétérinaire. Donc plus l'animal de compagnie est important et plus les gens sont susceptibles de se dire, ben oui, mon chien il a une cataracte, même si ça coûte très cher, je vais le faire opérer en fait. Donc c'est à la fois à notre bénéfice et c'est aussi au bénéfice des animaux, puisque on se rend compte très bien ces 10 dernières années que en termes techniques, la médecine vétérinaire fait des progrès considérables. On parle d'IRM aujourd'hui, on parle de chimiothérapie hyper perfectionnée, de radiothérapie, de chirurgie cardiaque, bon, chirurgie oculaire bien entendu, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. On arrive à faire des choses incroyables maintenant. Et ça, c'est lié notamment à cette histoire de Covid, à cette histoire d'évolution de la société, où il y a des cellules familiales, où il y a une personne avec un animal de compagnie, ou même une famille avec femme, enfant, mari, femme, enfant. Les enfants, comme depuis toujours finalement, ils trouvent ça super d'avoir un animal de compagnie.
Voilà, après, il y a tout un tas de nouveaux foyers, de nouveaux modèles familiaux où il y a quand même le dénominateur commun, c'est quand même qu'il y a très souvent un animal de compagnie derrière tout ça, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour nous en tant que vétérinaires sur le développement des techniques, sur l'amélioration. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus qui est continu et qui est lent, mais on n'est pas très loin derrière la médecine humaine quand même sur de nombreux aspects, de nombreuses disciplines. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce lien entre l'animal et son maître et son membre de la famille, puisque est-ce que tu as vu, toi, une évolution justement de ce besoin des êtres humains d'avoir un animal de compagnie chez eux au fur et à mesure du temps? Ouais, en fait, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. On l'évoquait à demi-mot il y a quelques minutes et je pense que la crise du Covid a eu une part de responsabilité dans tout ça, mais c'est quand même un phénomène sociétal qui date d'avant le Covid, en fait, où l'animal de compagnie, il a une place assez centrale dans le foyer. Et on s'en rend compte au quotidien simplement par la façon qu'ont les gens d'exprimer la participation du chien ou du chat à la famille, quoi. Ils parlent de leur enfant parfois. Ils expriment très clairement que c'est un membre de la famille et parfois même, je parle d'enfants parce que c'est eux-mêmes qui prononcent ce mot-là, quoi. C'est comme mon enfant, ils te le disent au moment où ils te le confient, par exemple avant d'aller au bloc, ils te disent prenez-en soin, c'est comme mon enfant, c'est comme mon bébé. Donc évidemment, nous, on apprend à gérer cette forme de pression parce qu'on traite le patient, déjà on traite tous les patients de la même façon. Et en plus de ça, moi j'ai parfaitement conscience de l'importance du petit chien, du petit chat pour les gens qui nous les confient. Mais les gens, ils l'expriment très clairement, ils n'hésitent pas à l'exprimer. Et en ophtalmologie, c'est même un peu particulier, on l'évoquait tout à l'heure. Si ton chien fait une torsion d'estomac, par exemple, eh bien, il va avoir des signes, que sa famille va se rendre compte très vite que quelque chose ne va pas et qu'il y a un degré d'urgence très important. Ils vont aller consulter et voilà, c'est une urgence vitale. En ophtalmologie, c'est tout à fait différent. En fait, il y a très rarement d'implication du pronostic vital. C'est jamais une urgence vitale, c'est souvent une urgence perçue parce que les gens se rendent compte que eh bien, le chien a été griffé par le chat au niveau de l'œil, que ça coule, que c'est pas beau. Bon, j'épargne les détails, mais ils perçoivent le degré d'urgence, mais c'est jamais une urgence vitale. Pour la cataracte, c'est pareil, ou pour des maladies comme ça. En fait, il y a une forme de préparation psychologique où les gens ils viennent alors que c'est pas du tout obligatoire qu'on opère la cataracte, tu vois. Donc ils ont déjà franchi un certain cap et donc ils ont assimilé le fait que c'était pas urgent, mais qu'ils voulaient faire quelque chose pour leur animal. Donc en ophtalmologie, c'est un truc un peu particulier que c'est parfois de la convenance comme chirurgie, mais les gens sont quand même prêts pour la majorité à le faire en fait. Donc ils ont déjà réfléchi à tout ça avant de venir. Et la raison pour laquelle j'explique ça, c'est que ils sont susceptibles de faire des sacrifices financiers importants pour leur animal de compagnie. Quand il s'agit d'une urgence vitale, bien sûr que tu vas faire un sacrifice financier potentiellement important parce que voilà, c'est impérieux, il faut faire quelque chose, sinon le sujet va mourir en fait. Pour l'ophtalmologie, c'est tout à fait différent. Donc moi, au quotidien, je suis au contact d'une certaine part de la clientèle, entre guillemets, de personnes qui ont déjà eu un processus de réflexion par rapport à tout ça. Et il faut vraiment que le chien, le chat ait une place centrale dans le foyer pour que les gens fassent ce sacrifice financier, bien sûr. Donc oui, place prépondérante et en évolution constante, place prépondérante de l'animal de compagnie dans la cellule familiale, incontestablement. Oui. Ok. J'ai deux questions encore. Les deux sont très liées. La première, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter la pire expérience que tu as eue dans ton métier? Donc évidemment, après, on parlera de la meilleure. La pire expérience que tu as eue dans ton métier de vétérinaire? En fait, c'est difficile de hiérarchiser, mais il y a plusieurs situations où les gens se mettent en colère, ils te rendent responsable du problème. C'est très inconfortable comme position, et là, c'est vraiment l'expérience qui permet d'essayer d'assainir la discussion avec les gens, mais c'est pas forcément facile. Le plus désagréable au quotidien, c'est ça, c'est des gens qui te respectent pas. Donc c'est pas une expérience particulière que je pourrais raconter par rapport à ça. Dans les expériences un peu désagréables mais drôles, c'est un bulldog français que j'avais opéré, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans probablement. Un problème de cornée très grave pour lequel j'avais adapté une technique qui avait déjà été décrite, mais j'avais réfléchi à comment la modifier pour faire un truc assez sexy. Donc j'avais réussi à sauver cet œil au prix d'une chirurgie complexe et dont j'étais super fier, quoi. Et donc je pratique la chirurgie et le contrôle se fait 1 semaine après. Et la dame, au moment du contrôle,
alors que j'avais fait l'examen de contrôle qui révélait que ça évoluait bien et que j'étais vraiment content. La dame me dit, mais vous savez, en fait, après la chirurgie, quand j'ai récupéré mon chien, j'avais pas tellement confiance, donc je suis allé voir un magnétiseur et je pense que c'est pour ça que ça va beaucoup mieux en fait. Et là, Ok. bon, je suis resté assez distant, j'ai pas fait de commentaires, mais ça m'a un peu blessé parce que je me suis dit, bon sang, j'ai fait une chirurgie super sexy à laquelle j'avais réfléchi. C'était un truc, j'avais réussi à sauver une situation qui était un peu difficile. Et en fait, elle mettait l'amélioration sur le compte du magnétiseur qui avait fait son truc avec le chien et ça m'avait vexé à mort. C'est marrant ça. Ça m'avait vexé à mort. Et dans les anecdotes, l'anecdote la plus chouette, en fait, là encore, il y a plein d'anecdotes sur des rencontres que tu fais avec des gens qui sont vraiment formidables, où c'est inspirant aussi au quotidien dans l'exercice de ta discipline. Mais dans les réussites techniques récentes, c'est un jeune bouvier bernois qui avait un cancer de l'œil, hein, une tumeur un peu particulière. Et là aussi, avec un peu d'adaptation de techniques déjà existantes, j'ai réussi à le sortir de ce mauvais pas. Et j'avoue que c'est hyper gratifiant. Mais là, je parle juste de satisfaction technique. C'est pas trop une satisfaction par rapport aux gens, mais c'est plus de l'ego de chirurgien qui parle. On parle souvent de l'ego des chirurgiens, mais je reconnais que c'est hyper satisfaisant en fait, puisque ça fait ressurgir un petit peu les raisons pour lesquelles tu as fait ce job, ou en tout cas cette fameuse période quand tu es plus jeune, pendant laquelle tu es vraiment hyper technique et où tu souhaites devenir hyper bon techniquement. Et là, quand tu arrives à sortir des trucs comme ça, c'est quand même super chouette. Après, la satisfaction au quotidien, elle est moins aujourd'hui. Là, la situation que je raconte, elle est assez exceptionnelle. On fait rarement des chirurgies comme ça. Pour le tout venant, je suis très satisfait évidemment des chirurgies que je fais et voilà, j'en tire de la satisfaction qui flatte mon ego, mais c'est pas tant ça que la capacité d'apporter du soutien aux gens aujourd'hui, très clairement. Là, à 43 ans, ce qui est vraiment satisfaisant pour moi, c'est que les gens repartent à la dernière visite et qui te disent bah, merci en te regardant dans les yeux. Ça c'est vraiment chouette quand même. C'est des expériences qui sont satisfaisantes, mais pour d'autres raisons, et j'avoue que c'est probablement des raisons qui sont meilleures encore, parce que tu peux échouer. On l'évoquait, on n'a pas creusé la question tout à l'heure, et bien sûr que j'ai des échecs, mais si l'échec est associé quand même à un certain niveau de communication avec les gens et d'accompagnement, et que les gens, malgré l'échec, te remercient, ce qui arrive, hein, ce qui est tout à fait paradoxal, je le reconnais, mais en médecine, il faut considérer l'échec comme possible, bien entendu. Hein. Donc on l'aborde toujours, cette histoire d'échec, de façon plus ou moins claire, mais il faut quand même l'évoquer. Et du coup, voilà, quand les gens te remercient à la fin de la prise en charge, quelle que soit l'issue, bah, ça veut dire que tu leur as apporté quand même assez de soutien psychologique et qu'ils vont se sortir de cette expérience sans trop de bobos, sans trop de dégâts, quoi. Et ça, j'avoue que c'est un vrai moteur du quotidien. Donc voilà, si je devais retenir une expérience technique, ce serait ce fameux cancer. Et plus généralement, des expériences du quotidien qui me donnent la foi et qui me donnent la niaque encore. Il y a la beauté de l'ophtalmologie, mais il y a aussi cette forme d'accompagnement. On a vraiment un rôle à jouer par rapport à ça, et je crois que j'ai ma place dans cette mission. Ouais. Super, au top. Mon Tom, merci beaucoup. Merci. Moi, je te souhaite vraiment si j'ai une chose à te souhaiter, c'est de continuer à être autant passionné pour toi, comme oui, pour les c'est gens vrai que ce qui serait te quand voir. même chouette pour le quotidien. Ça rend le quotidien plus facile en tout cas, c'est clair, sûr. tu m'étonnes. Et merci beaucoup pour ton temps. Bon, merci pour l'invitation, c'était trop cool. Merci, mon Tom. Merci bien. Plaisir. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout du podcast. Si ça t'a plu, je compte sur toi pour liker, partager au plus grand nombre. Et si tu as des idées pour le nouveau podcast, n'hésite pas à le laisser en commentaire. Ciao.